Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième émission de Zone Technique, votre programme sport de la semaine. On est avec la fine équipe. Salut les gars, comment ça va ? Salut les gars, ça va très bien en ce midi ensoleillé, très heureux d'être avec vous. Ça va très bien aussi, hâte de parler de sport avec vous. Salut Julien, salut les gars, ravi d'être là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a un programme très chargé avec notamment du basket et Victor Wembanyama qui enflamme les parquets de NBA. Puis nous évoquerons avec Louis le retour d'un des derbys les plus chauds d'Europe, Sunderland-Newcastle. Pour rester dans le foot, nous décrypterons le changement de vainqueur de la CAN annoncé cette semaine avec Tohan. Puis je vous amènerai du côté de Nice où j'ai pu ce week-end prendre la température du peloton à l'issue des 2 dernières étapes de Paris-Nice. Notre débat du jour portera sur le bilan des Bleus sur le tournoi des 6 nations. Puis du tennis de table avec Lucas pour évoquer la belle performance de Félix Lebrun en Chine, avant de prendre un petit coup de froid avec Louis pour la retraite d'Alexis Pinturo. Enfin, nous prendrons un peu de temps sur la liste de Didier Deschamps pour la dernière tournée des Bleus avant la Coupe du Monde, sans oublier bien sûr notre jeu de fin d'émission. Alors on va commencer directement par les principales actualités de la semaine avec toi Tohan. L'Italien de 19 ans, Kimi Antonelli, a remporté le Grand Prix de Chine devant George Russell et Lewis Hamilton. C'est sa première victoire en Formule 1, mais c'est surtout le plus jeune pilote à signer une pole position. Le pilote de chez Mercedes bat le record établi par Sébastien Vettel. La F1 tient une nouvelle star. Le 15 de France est champion de ces nations pour la deuxième fois consécutive. Ils se sont imposés face aux Anglais à l'issue d'un match qu'on n'aurait jamais pensé si tendu. Thomas Ramos, le meilleur buteur du monde, je pense qu'on peut le dire, a passé la pénalité de la gagne à 50 mètres face au perche, 2 minutes après la fin du temps réglementaire grâce à un en avant volontaire du capitaine anglais Maro Itoje. Le match se solde sur le score de 48-46, une victoire magnifique mais qui ne doit pas faire oublier les failles de l'équipe de France qui a encaissé 96 points en 2 matchs, une statistique anormale quand on sait que la défense était le point fort des Bleus à un moment. Jonas Vingegaard succède lui au doublé de Jorgensen lors du Paris-Nice. Il est sacré champion pour la première fois alors qu'il a pu profiter de l'absence de Tadej Pogačar, Remco Evenepoel ou encore Mathieu Van Der Poel. Il devance Daniel Martinez de 4 minutes, lui qui est tombé à 50 km de l'arrivée. C'est pourtant Lenny Martinez qui remporte l'ultime épreuve. Il termine 5ème, une place derrière Kevin Vauquelin à plus d'1 minute d'écart. 2 autres Français que sont Mathis Rondel et Alex Baudin se hissent dans le top 10 alors que Matteo Vercher et Valentin Paré-Pinte s'arrêtent juste devant. En Champions League, le Paris Saint-Germain s'est qualifié en demi-finale après s'être imposé 3-0 sur la pelouse de Chelsea, 8-2 au score cumulé. On a vu des choses extrêmement convaincantes et on a eu la réponse à notre débat de la semaine dernière. Paris peut réaliser le back-to-back. Strasbourg également, en quart de finale de Conference League, s'est qualifié en s'assurant le match nul contre le HN Rijeka alors qu'il s'était imposé à l'extérieur 1-1 au match aller. Mais c'est bien les seules équipes à avoir honoré la France. En plus de Marseille et Monaco en début de saison, l'Olympique Lyonnais et Lille ont fait chuter l'indice UEFA français, s'étant fait éliminer de la Ligue Europa. L'OL s'incline 2-0 sur sa pelouse à 9-11 après un match aller soldé sur le score de 1 partout. De son côté, le LOSC a logiquement perdu contre le 4ème de Première Ligue Aston Villa, 3-0 au score cumulé. Et enfin, démarré le 29 novembre et interrompu durant les Jeux de Milan-Cortina, les championnats du monde de biathlon entrent dans leur sprint final avec 5 courses dont le sprint homme, la poursuite femmes et hommes et le mass start femmes et hommes également. Cette semaine, la Suède s'est imposée en relais mix alors que la France n'a fini que 8ème, bien loin de la médaille d'or olympique. Par contre, la star du biathlon français féminin, depuis maintenant un petit moment, Lou Jean Monod, remporte le grand globe de cristal avant même le début du week-end en finissant 6ème avec un seul raté, soit 5 places devant la Finlandaise Suvi Minkinen. C'est une grande réussite après la chute de la saison dernière qui l'avait empêché de gagner lors du dernier virage alors qu'elle jouait le titre. Alors les gars, pour revenir un petit peu là sur ces petites infos de la semaine, notamment du côté du foot avec les championnats de Coupe d'Europe, qu'est-ce que vous pensez des performances de nos équipes françaises, que ce soit en Ligue Europa, en Conference League ou bien en Ligue des Champions ? Je pense que c'est vraiment une triste soirée pour les clubs français en Europa League. À commencer par Lyon déjà qui est fini premier de la phase régulière et qui est tombé de haut hier, qui confirme sa très mauvaise dynamique du moment avec 7 matchs sans défaite, toute compétition confondue, alors qu'avant ça ils étaient sur 13 victoires consécutives. Mais depuis, ils ont été plombés par des blessures, notamment celle de Kluivert, Moreira, Souch, ou encore le jeune Humbert qui est la promesse cette année, en 2026, la petite révélation. Là, face au Celta Vigo, ils n'ont pas su prendre le jeu à leur compte. Déjà au match aller, Henrik marque un but un peu miraculeusement grâce à une erreur du gardien. C'est un peu cadeau. Au retour, il y a Moussa Niakate qui prend ce rouge dès le début de la rencontre. Ça les plombe complètement. Après, c'était compliqué. Il y a ce but encaissé à l'heure de jeu avec un peu de passivité défensive. Narté qui ne défend pas vraiment, qui hésite. Et dans la surface, il y a le but de Rueda. Et ensuite, il y a justement l'entrée de Souch et de Moreira pour apporter un souffle nouveau, un peu de percussion. Mais ça donne rien. Les Lyonnais prennent un second but dans le temps additionnel qui les crucifie. Et comme si c'était pas assez, Tagliafico qui prend un deuxième rouge. Donc voilà, Lyon s'est battu avec ses armes, mais sur l'ensemble des 2 rencontres, ça mérite. Vigo, ils méritent amplement leur qualification. Et pour Lyon, il n'y a plus que le championnat maintenant. Ouais, c'est un peu dommage parce que Lyon, ils étaient quand même dans une bonne forme, ils faisaient une bonne saison avec un peu leurs armes. Et là,
C'est vrai qu'ils sont sur une mauvaise dynamique là. Ils finissent premiers de Ligue Europa, ils se font sortir dès leur premier tour, c'est vraiment dommage. Et même derrière, Lille, je sais pas s'il y en avait vraiment qui avaient des espoirs sur la qualification très face peu. à Aston Villa. J'ai l'impression qu'on savait tous qu'ils allaient perdre au match retour ou qu'ils n'allaient pas faire l'exploit. Ils sont pas aussi bien en ce moment et je pense que ce week-end contre Marseille, ça risque d'être compliqué aussi. Derrière Strasbourg, oui, ils passent, mais bon, un partout contre Rijeka, c'est pas non plus la performance du siècle. Alors après, on se repose comme chaque année sur le Paris Saint-Germain. Là, ils passent contre Chelsea, à voir après contre une grande équipe. C'est ce qu'on disait un peu la semaine dernière. Ouais, moi, je suis du genre à défendre le football français, mais en vrai, là, cette saison, ils sont difficilement défendables. Entre, comme je l'ai dit, Marseille, Monaco, là, Lyon et Lille, pardon. Ça fait quand même beaucoup de défaites, beaucoup d'éliminations, parfois sincèrement évitables. À part où Lille, sincèrement, où il y a Aston Villa, c'était très compliqué. Hein. C'est quand même le 4e de Première Ligue. Lyon se sont effondrés, très clairement, c'était frustrant. Voilà, comme disait Lucas, Strasbourg, ça n'a pas été le grand jeu. Depuis le départ de Liam Rosenior, c'est pas la même. Mais bon, je pense pas que ce soit Liam Rosenior qui est tout fait, parce qu'on voit à Chelsea, c'est beaucoup plus difficile que quand j'étais à Strasbourg. Donc voilà, le football français est en difficulté et je pense que même s'il a toujours un statut d'outsider, il en pâtit grandement parce que gros joueurs ne veulent pas le rejoindre et les joueurs surtout ils arrivent en disant qu'ils sont en danger sur chaque match, je pense. En difficulté, je pense que c'est quand même un peu un grand mot. C'est vrai Oui, que là, c'est pas passé pour Lyon, c'est pas passé pour Lille, mais on a quand même 4 clubs qui sont passés au second tour. Même Monaco en barrage qui sont Ouais. passés. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup l'échec de Marseille avec le goal avec Troubine, Lyon qui se fait sortir alors qu'ils sont premiers. Ouais, c'est vrai que Après, c'est. Lille fait pas un mauvais match face à Villa, mais Villa sur des attaques rapides, on l'a vu, la relance de Martinez sur le premier Ouais, but. oui, mais alors Lille, déjà, c'est les à uns- côté. Ils ont Lille, pas un c'est tirage autre chose. facile aussi, Lille. Voilà. Ah non, c'est Aston Villa, c'est très compliqué. Lille, c'est Après, autre ça, chose, se jouait pas- sur la phase de qualification aussi. Oui. C'est ça qui est dommage pour Lille. Villa, oui. c'est Ouais, vrai. bien sûr, et pour revenir sur l'Olympique Lyonnais, parce que c'était quand même l'équipe qu'on attendait au tournant après leur égalité face à Vigo sur le match aller. Là où ça a vraiment pêché pour les Lyonnais jeudi soir, c'était surtout en défense, je trouve, parce que c'est fou que le Celta Vigo ait une telle facilité à casser les lignes autant de fois face aux Lyonnais. C'est-à-dire qu'il y a Après, la plupart des actions, ça part du milieu de terrain sur une seule passe en profondeur. Et après, les attaquants se retrouvent seuls face au gardien. Et heureusement finalement, qu'il y c'est a le facile à dérouler tout seul. Quoi. Après, C'est ce qu'on a vu notamment sur le deuxième but. Oui, c'est vrai, mais après sur le match retour, le carton rouge à la 20e minute, c'est sûr que c'est plus compliqué derrière. Oui, Évidemment bien qu'il y sûr, a bah plus après, c'est un d'espace, carton évidemment rouge, que tu casses des lignes plus facilement. Et puis Vigo avait des qualités aussi, on l'a vu, Rueda, Ouais. Aspas en capitaine, qui est vraiment le métronome de cette équipe de Vigo. Donc oui, c'est frustrant. Et puis aussi, il faut parler d'Hendrick, côté lyonnais, qui Ouais, était bien sûr. quasiment fantomatique. Il avait réalisé de très bons débuts avec le club rhodanien. Et là, il a un peu plus de mal, moins flamboyant dans le jeu, moins tranchant. Il tire sur tout ce qui bouge, il rassure ses coéquipiers. On sent qu'il est frustré, qu'il n'arrive pas à s'exprimer Ah, il veut pleinement se- il encore veut se montrer, il veut dans se ce montrer. collectif. Bien Ouais, sûr. mais bon, pour l'instant, son objectif principal, il est réussi. Il est sélectionné avec le Brésil en fin mars par Carlo Ancelotti. Il va falloir qu'il soit bien plus performant s'il va être à la Coupe du Monde début juin. Et surtout, l'OL a besoin de lui. Un très bon Hendrick pour le sprint final. Ils en ont besoin. Oh. Et il y aura un prochain match face à Monaco ce week-end qui va être aussi très compliqué, je pense. Oui, c'est un peu. De toute façon, moi je fais 6 mois et je me casse, donc je m'en fous Ouais, c'est de ça. ce que fait Lyon, si on finit européen ou pas, si on passe au prochain tour. Lui, il veut se montrer, comme tu dis, il a été appelé avec le Brésil, il veut jouer la Coupe du Monde et après s'imposer au Real. J'ai l'impression que Hendrick, c'est un peu le stéréotype du Brésilien. Il a une hype à chaque fois. Quand il arrive, il a quelques petits fulgurances. Et puis d'un coup, au bout de 5-6 matchs, ça retombe. Ça repart. C'est le stéréotype du Brésilien, un peu flamboyant, un peu technique. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même un joueur de talent. Mais à Lyon, là, il s'impose pas. Clairement, il a fait des bons matchs, mais il est pas. Je pense pas que ce soit un titulaire régulier en fait dans ce qu'il fait. Il s'impose quand même, enfin, quand tu vois Ah, que ouais, c'était quand même, Satriano en début de saison. Ouais, voilà. c'est- ouais, enfin, mais il y a il quand même une Soul. différence, mais après, oui, c'est vrai qu'il tire sur tout ce qui bouge. Il a pas une dégaine de. Enfin, Il, il a il pas manque pas une attitude de- occasion pour frapper, quoi. Ouais. Et puis, enfin, je trouve que c'est pas un titulaire régulier. Il est pas régulier déjà de base. Non, il n'est pas régulier, mais, Ouais, il sera titulaire Ah, sur la saison. oui, Après, oui, est-ce que mais Lyon bien est sûr. régulier aussi, tu vois? Non, Voilà, Lyon n'est c'est plus sûr. régulier. Lyon était Voilà. très régulier en 2026 et là, depuis Ouais. 7 matchs, justement, aucune victoire. Donc ça commence à être très compliqué. Heureusement Il qu'il y a va falloir Dominique vite se réveiller. Griff. Ouais, Greif qui fait un très bon match, de très beaux arrêts, qui sauve un peu Lyon pendant tout le match, mais bon, il a craqué à l'heure de jeu. Mais Mm. c'est pas forcément de sa faute, c'est plus la défense. Oui, Oui, non, oui, parce qui a pêché. qu'au bout d'un moment, il fait un très bon match, il en arrête beaucoup, mais quand tu prends 10 frappes, forcément, il y en a une, elle finit par aller au fond de tes filets. C'est comme ça. C'est le comme football. Shakir avec le Galatasaray Voilà, exactement. qui finit avec un match de fou et qui en prend 4. Exactement. Et bon, mais avec toute cette actualité de la semaine,
quel est l'événement ou le sportif qui s'est démarqué pour vous cette semaine, les gars? Louis, on va commencer avec toi. Bah moi, mon sportif de la semaine, c'est le jeune tennisman français Moïse Kouame. Il a 17 ans et il s'est offert à Miami sa première victoire de sa carrière en Masters 1000 face à l'américain Zachary Svadja. Donc il est membre du top 100 quand même, alors que lui il est qu'au 385e rang mondial. Mais ça risque pas de durer car Moïse Kouame, au vu de son immense talent, c'est un phénomène en devenir. Il va falloir le suivre jusqu'à la fin de la saison. Très bien. Et toi, Toine? Bon, c'est Max Dauman, évidemment, le baby gunner de 15 ans. On peut le dire, ce joueur qui est né le 31 décembre 2009, à un jour près, il sera en seconde. C'est le concurrent de Lamine Yamal. C'est un joueur, c'est une création divine. Hein. Bon, il n'y a pas d'autre terme en termes de technique. Il n'a rien à envier. Il a mis son premier but en première ligue. C'est le plus jeune buteur de l'histoire de la première ligue. Un but plein de sang-froid, le compte tout seul, le double contact. C'est... Ouais, pur but. Hein. Et puis Ouais, le centre, déjà, avant il y a le centre pour Incapié pour le but de Gyökeres. C'est une pépite absolue du football mondial à suivre, évidemment. Il va rester à Arsenal un petit moment, c'est sûr, parce que c'est un enfant d'Arsenal. Et j'ai hâte de voir ce joueur évoluer au plus haut niveau. Ouais, à chaque fois qu'il rentre, il est bon. Hein. Il est exceptionnel. Nous aussi, on a hâte de le voir évoluer tous. Et toi, Lucas, quel est ton sportif ou ton événement ou ton équipe? Alors moi j'ai choisi une petite wildcard les gars cette semaine et j'ai choisi les défenses en Ligue des Champions et plus particulièrement Chelsea et Newcastle parce qu'ils en ont quand même pris 8 et bien sûr les meilleurs, l'Atalanta qui ont pris 2 buts en 2 rencontres face au Bayern. Non, sans rire, c'est les huitièmes de finale les plus prolifiques en Ligue des Champions depuis la saison 1959-1960 avec 68 buts. Et donc voilà, je voulais féliciter un peu ceux qui ont grandement participé à cet exploit. Donc voilà, merci à l'Atalanta, à Chelsea et à Newcastle. Et tu as bien raison. Et pour moi, bien, le sportif de la semaine, c'est le pilote de Formule 1 Kimi Antonelli. Le jeune Italien a encore marqué l'histoire ce week-end en devenant le plus jeune pilote de Formule 1 à signer une pole position. Et ensuite, il est allé s'imposer lors du Grand Prix, ce qui fait de lui un sérieux concurrent pour son coéquipier George Russell. Et comme quoi, le petit jeune se montre, il dit vous me placez en tant que deuxième pilote, mais moi aussi j'ai envie de gagner le championnat pilote. Direction désormais les parquets de la NBA parce qu'il y en a un autre qui a un niveau exceptionnel cette année, c'est Victor Wembanyama. Il vient d'être élu joueur du mois à NBA, Lucas. Oui, Victor Wembanyama peut-il déjà être MVP? C'est la question qui fait vibrer la NBA en ce moment. Et pour cause, le Français, auteur d'une saison exceptionnelle, vient de signer un mois de février dingue, sacré à la fois joueur du mois et défenseur du mois. Alors l'intérieur français vient peut-être de relancer la course au MVP, alors qu'on voyait tous, comme la saison dernière, un duel entre le Serbe Nikola Jokic et le Canadien Shai Gilgeous-Alexander. Voilà que Wemby s'invite dans la conversation, et pas n'importe comment. Une tendance confirmée par la NBA dans son dernier MVP Ladder publié vendredi dernier, Wemby a dépassé Nikola Jokic et se positionne désormais à la deuxième place, juste derrière SGA. Mais alors quels sont les arguments du Français pour pouvoir prétendre à cette distinction individuelle? Premier argument et pas des moindres, il est le leader de la deuxième meilleure équipe en NBA, en tout cas en termes de bilan, et surtout l'équipe la plus en forme du moment avec 19 victoires en 21 matchs, une dynamique folle qui pose même une question supplémentaire: et si les Spurs pouvaient viser le titre dès cette saison? Deuxième point, et celui qui saute aux yeux, l'impression visuelle. Victor Wembanyama, c'est tout simplement le joueur le plus spectaculaire de la NBA. Ses pairs ne cessent de le couvrir de louanges. Il y a 2 semaines, Jalen Brown s'exclamait « Wemby n'est pas humain ». C'est clairement le meilleur two-way player de la ligue. Et même Nikola Jokic, dans un podcast serbe, a reconnu que le Français était en train de révolutionner le basket. Des déclarations comme celle-ci, je pourrais vous en citer plein d'autres. Ce qui est sûr, c'est que quand on est reconnu par les plus grands, c'est qu'on fait aussi partie des grands. Enfin, troisième argument qui rejoint l'avis de Jalen Brown, l'Alien est clairement le meilleur two-way player de la ligue, c'est-à-dire le meilleur joueur des deux côtés du terrain. En défense, avec ses 3 contres de moyenne, il est évidemment ultra favori pour remporter le titre de meilleur défenseur de l'année. Mais au-delà des statistiques, si vous regardez les matchs, vous savez très bien qu'il traumatise tous les attaquants qui tentent de rentrer dans la raquette. Et en attaque, même s'il n'est peut-être pas le meilleur scoreur de la ligue, il reste l'un des plus efficaces avec 24 points de moyenne. Attention tout de même, le Français n'a plus le droit à l'erreur puisqu'il ne peut plus rater que 2 matchs jusqu'à la fin de la saison s'il veut rester éligible pour le titre de MVP, une règle qui touche aussi ses rivaux. Jokic peut encore en rater 3, Doncic 4 et SGA lui a encore 5 matchs d'avance. Alors, une blessure de l'un d'entre eux et la course est relancée. Mais une chose est sûre, le principal intéressé ne cache pas ses ambitions. Après la victoire des Spurs face aux Rockets, il a été clair: en ce moment, mon focus c'est mon corps parce que je veux vraiment gagner le MVP et le Depoy. Donc j'appuie sur l'accélérateur jusqu'à la fin de saison. Alors, MVP ou pas, le Français a encore plein de choses à jouer en cette fin de saison NBA et on sera les premiers à les suivre. Alors, est-ce que tu penses que Wemby peut être MVP à la fin de la saison? Bon alors, même si vous savez que j'adore Victor Wembanyama, j'ai quand même quelques réserves à ce sujet. Déjà, en fait, il y a d'autres concurrents très sérieux aussi dans cette course, comme je disais, Doncic, SGA ou encore Nikola Jokic. Et il lui manque peut-être des performances individuelles marquantes.
Et or, on sait que c'est un critère très important pour le titre de MVP. Alors, il y a l'opening night contre les Dallas Mavericks où il met 40 points et que, alors là, toute la NBA se dit, mais qu'est-ce qui va se passer cette saison? Il va mettre 35 points par match. Ça s'est un peu calmé après, je vous rassure, mais c'était assez dingue. Et il y a aussi la moyenne de points. Quand on voit cette nuit encore Luka Doncic qui en met 60 contre. C'était contre qui cette nuit? Contre les Suns, je crois. Les Rockets, parce que les Suns sont. Les Rockets contre les Spurs, ouais. Il met 60 points contre les Rockets et en termes de Non, moyenne c'est de Miami, Non, pardon. c'est C'est Miami, Miami. c'est Miami, ouais. et ben en termes de moyenne de points, Victor il est à 24. Ça reste un petit peu faible comparé à Luka Doncic qui lui est à 33, Shai Gilgeous à 32 et Jokic 28. Et après dans le bilan statistique, peut-être que Jokic en a un peu moins, mais lui il est en triple-double de moyenne. Donc en termes de statistiques, c'est vrai qu'il est un peu derrière les autres. Après, depuis le début de la saison, il a clairement montré qu'il avait l'étoffe d'un MVP. Enfin, il a encore montré cette nuit face aux Suns où il met le tir de la gagne à 1 seconde du buzzer. On le voit sur la remise en jeu de De'Aaron Fox. Il lui passe le ballon, il reste 10 secondes, il attend, il temporise. Et là, d'un coup, il accélère, il dribble et là, il shoot et ça rentre. Et ça, c'est une réaction de MVP. Un véritable leader aussi parce qu'on le voit avec les Spurs, c'est lui le leader. Enfin, il n'y a personne d'autre. Et en plus, là, ils viennent de se qualifier en playoff. Donc, ça sent la très belle saison pour les Spurs cette année. Oui, ce qui pousse en sa faveur, c'est clairement la saison des Spurs. Ils sont deuxième, ils ont le deuxième meilleur bilan NBA. Et surtout, ils ont battu des grosses équipes. Contre le Thunder, je crois, cette saison, ils sont à 4-0. Contre les Pistons, ils ont gagné 2 fois, je crois, ils n'ont pas perdu. Je crois qu'ils ont seulement perdu contre les Knicks comme bonne équipe, pardon. Et après, il faut aussi penser qu'il y a plein de leaders dans chaque équipe. Je pense à Kate Cunningham chez les Pistons qui fait une saison incroyable. Ouais. Jalen Brown chez les Avec Celtics. ouais. Il y en a plein comme ça. Alors oui, Victor est le leader des Spurs, mais je pense que c'est un peu tôt encore pour qu'il soit MVP. Il aura plein de saisons où il sera super fort et je pense qu'il va en gagner plein. Cette saison, il a la chance de ne pas être blessé et donc de pouvoir encore être éligible au trophée. Et même s'il n'est pas MVP, il sera certainement dans la first team All-NBA. Et puis surtout, il y a les blessures. 2 matchs, ne pas manquer de 2 matchs qu'à la fin de la saison. Alors, Oh, il en reste ça va un, le faire. C'est ça, je pense. possible, Ouais, mais c'est faisable. franchement, Ça reste assez short quand Il même. suffit d'un coup. Ouais, mais ça fait combien de matchs qu'il a pas raté de match Ouais, justement c'est sûr, mais il Ça suffit fait- d'un Ouais, petit mais il coup suffit au que ça aille coude, vite, ouais. suffit Exactement. d'un oui, coup c'est tu sûr. retombes un peu Mais mal. c'est et pareil fini. pour Shai. Shai, Ouais, il non, a c'est que sûr. 5 matchs C'est évident. d'avance. Ouais, mais c'est pas, Wemby n'est pas le deuxième absolu. Je veux dire, le débat, il est entre 4 joueurs. Si l'un d'entre eux se blesse, il sort de la course. À l'heure actuelle, Je il est deuxième. Oui, Ouais. mais pas absolu. C'est pas. Ah non, mais bien Je veux sûr, il y a plein de c'est- choses qui vont se passer jusqu'à la fin de Voilà. saison qui. C'est pas acté que si Ah, non, non. SGA se blesse, Wemby Puis, est. de toute façon, je MVP. pense qu'il s'en fout de finir deuxième. Enfin, entre deuxième et troisième, lui, Oui, il veut le MVP. Oui, c'est évident. Ouais. Je veux dire, une blessure et le joueur, peu importe le joueur, il est hors course là actuellement. Et Wemby, c'est celui qui a le moins de marge, on va dire, de blessures. De Oui, matchs. c'est peut-être le joueur qui est le plus propice aux blessures. En Ça, plus. c'est vrai. Côté foot, c'est l'un des derbys les plus chauds et les plus emblématiques d'Europe surtout qui s'apprête à avoir lieu, Louis. Et oui, Julien, c'est le derby de Première Ligue à ne pas manquer. Ce dimanche à 13h, heure française, Newcastle reçoit dans son antre de St James Park Sunderland pour le compte de la 31e journée du championnat anglais. Une rencontre aussi connue historiquement sous le nom de Tyneware Derby. Alors oui, je vous l'accorde, c'est pas le plus sexy des derbys, mais c'est l'un des plus mythiques. Car derrière ce match se cache une rivalité profonde entre les deux clubs du nord-est de l'Angleterre. Pour en saisir toute la portée, il faut remonter plusieurs siècles en arrière, au XVIIe exactement, au cœur des guerres civiles anglaises. À l'époque, les villes de Newcastle et de Sunderland, situées toutes deux dans le nord-est de l'Angleterre, plus précisément dans le comté du Tyne and Wear, étaient opposées. Les nouveaux castriens, habitants de Newcastle, soutenaient la couronne royale, tandis que les habitants de Sunderland prenaient parti pour les parlementaires, une fracture politique qui continue de résonner aujourd'hui dans la rivalité entre les deux clubs. Côté sportif, c'est Sunderland qui a remporté la dernière confrontation entre les deux équipes en décembre dernier avec un improbable but contre son camp de l'attaquant allemand des Magpies, Nick Woltemade, unique but du match. Avant cette rencontre, cela faisait plus de 10 ans que les deux équipes ne s'étaient pas affrontées dans l'élite. Cette saison, les deux équipes vivent une saison mitigée. Newcastle a été éliminé mardi soir de la Ligue des Champions en s'inclinant lourdement face au Barça lors du 8e de finale retour. En Première Ligue, les joueurs des Dio occupent la 9e place et restent sur 3 victoires lors de leurs 5 derniers matchs avec des succès notamment contre Manchester United ou encore Chelsea le week-end dernier. Pour le premier Sunderland, la dynamique est différente. Si l'objectif du maintien fixé par son entraîneur français Régis Lebris est quasiment atteint, les Black Cats pouvaient espérer mieux en première partie de saison, en flirtant notamment avec les équipes du Big Four. Mais depuis le début de l'année 2026, Sunderland marque le pas. Avec seulement 3 succès sur les 12 derniers matchs dans l'élite, le club se classe désormais 13e avec tout de même 11 points d'avance sur West Ham, premier relégable. S'ajoute à cela une défaite lors du 5e tour de la FA Cup face à une équipe de 3e division anglaise. Dans tous les cas, quel que soit l'enjeu, l'histoire, les générations et les confrontations passées, Newcastle et Sunderland le savent, un Tyneware Derby ne se joue pas, il se gagne.
Merci Louis. Et pour rester autour du ballon rond, c'est un nouveau retournement de situation qui vient perturber la CAN, Toan. C'est officiel, le Maroc est champion d'Afrique 2026 à l'issue d'un match très discret, presque pas médiatisé, moins de 3 mois après la dernière finale. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que j'ai vu ce match comme 4 millions de Français, mais que c'était il y a 2 mois. C'est une première dans l'histoire du football international, conformément aux articles 82 et 84 de la Confédération africaine de football. Le Sénégal se voit destitué de son trophée qu'il avait arraché à l'issue des prolongations au cours d'un scénario dantesque. Pour rappel, les Sénégalais avaient d'abord vu un but leur être refusé, injustement ou non. C'est l'un des débats, mais surtout à la 98e minute, soit 8 minutes après la fin du temps réglementaire, l'arbitre de la soirée, Jean-Jacques Ndala, va siffler un penalty plus que controversé pour Brahim, ce qui aura provoqué la colère des joueurs sénégalais qui ont immédiatement quitté le terrain avant d'y revenir environ un quart d'heure plus tard. La suite, on la connaît, Brahim Diaz rate sa panenka, puis but de Pape Gueye en prolongation. Le Sénégal remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations dans la controverse la plus totale. À la suite du match, les Marocains vont immédiatement saisir la Confédération africaine pour déposer une plainte. On croyait celle-ci en vain et enterrée, mais au bout de 2 mois, le communiqué est tombé par surprise. Le Maroc est champion d'Afrique. La désillusion est énorme pour les Lions de la Teranga, mais c'est la règle. Si une équipe quitte le terrain, elle perd le match. Le Sénégal va à son tour faire appel de la décision. Abdoulaye Sow explique, je cite, « Le code disciplinaire, c'est dans la hiérarchie des normes, c'est le code disciplinaire qui vient avant. Les règlements doivent régir les cas qui ne sont pas prévus par le code disciplinaire. C'est déjà un cas prévu par celui-ci. » Il dénonce aussi une corruption, une situation évidemment inédite que l'on n'est pas pris d'étouffer. Bravo aux Marocains. Comme quoi, signer des pétitions, ce n'est pas si inutile que ça. J'en connais d'autres qui l'ont déjà fait en vain. Mais il faut pas désespérer, hein, Lucas. T'es d'accord avec cette décision ? Je connais pas les gens qui citent des pétitions pour les finales de Ligue des de Coupe du Monde, pardon. Non, c'est vrai que je suis un peu dubitatif sur cette décision. Il faut dire que j'étais d'accord sur le fait que sortir c'était un peu inutile et c'était déplacé. Pour moi, ils n'ont pas à faire ça les Sénégalais. Et je suis d'accord avec la décision quand même de la Confédération africaine. bien sûr. Moi, de donner la victoire au Maroc, je suis pas de problème avec ça. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que ce soit fait 2 mois après la finale. Franchement, il y avait un article, enfin il y a bien quelqu'un qui connaît cet article dans la Confédération africaine de football et qui à la fin du match peut dire bah ils ont perdu, ils sont éliminés, ou même pendant le match, ils n'ont pas besoin de 2 mois pour donner cette décision. C'est ça que je trouve dingue. Il a fallu que ce soit les Marocains qui fassent appel pour que ce soit réévalué. Et là, comme tu dis, ils vont faire appel. Alors après, c'est à la Fédération du sport international. Je crois que c'est pas auprès des instances de football C'est le africain. tribunal arbitral Oui, du le sport. tribunal C'est arbitral. bon, voilà. ils se plaignent pour corruption. Donc naturellement, ils vont pas se plaindre corrompus. Ça, c'est encore considéré un autre corrompu, débat hein. pendant la Ouais, CAN. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, ça décrédibilise encore cette compétition qui a été des maintes et maintes fois critiquée, notamment au niveau de l'arbitrage. Et franchement, je trouve ça ridicule, cette décision à 2 mois de la finale. Alors qu'il y a eu une erreur, voilà. En fait, je suis d'accord avec le fait de donner la victoire au Maroc, mais à partir de 2 mois après, enfin franchement, moi j'aurais pas fait ça. J'aurais Par laissé la surprise. victoire au Sénégal. Je pense que même les Marocains avaient quand même un peu digéré cette finale finalement. Et voilà, 2 mois après, c'est inutile. Non mais oui, mais c'est bien sûr la décision, voilà, comme tu l'as dit, pour moi elle est parfaitement compréhensible. C'est comme ça, il y a une règle, on suit la règle ou on la suit pas. Mais c'est un article qui pouvait être trouvé vraiment dans les 24-48 heures maximum, hein, même à la fin du 24 match. secondes, mec. Voilà, il y a quelqu'un, Ouais. il y a plein de gens qui travaillent et qui sont censés connaître ces articles. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on a laissé les Sénégalais retourner à Dakar et ils ont fait la fête avec leur population, avec tout le monde. Ils ont montré la médaille, ils ont montré la coupe. Ça a été un grand moment d'unité et c'est quelque chose qui s'est passé au Sénégal mais qui aurait pu se passer au Maroc à la place. Et là aujourd'hui, quand vous avez laissé faire tout ça, bah, même les Marocains, quand ils apprennent qu'ils ont gagné la CAN, on l'a vu, Brahim Diaz sur le banc du Real c'est de Madrid. ridicule. Ouais, avec le Il est sourire. là, il célèbre Il même sourit. pas, il sourit, mais il est un peu gêné parce Ouais. que il est là, ok. Je sais pas s'il est si ok. gêné que ça, Brahim Diaz. Hein. Non, mais c'est une- d'être je pense content quand même. qu'il- c'est une il est réaction content de- prendre la canne. De pas Je être pense finalement que- le je seul pense- je fautif. pense que Oui, c'est bien c'est sûr. pas de la gêne, c'est plutôt de la joie Mais pour c'est lui. ouais non mais c'est une réaction quand tu la Ah, vois, c'est vraiment une réaction ok on a gagné, c'est cool mais pas plus. Ouais, voilà. J'ai pas vu on n'a pas vu d'effusion de joie Y a chez pas eu n'importe quel d'extase. Marocain, etc. Et derrière les Sénégalais sur les réseaux ils se sont Ouais. plaints de cette décision en montrant la coupe ou les médailles en disant venez les chercher, et pour moi ils ont bien raison parce que personne va aller leur chercher leur médaille ou quoi, ça serait complètement bête. On va pas aller traquer les Sénégalais un petit peu partout pour dire où est-ce que t'as planqué ta médaille, redonne-la moi. Et voilà, pour moi c'est comme l'a dit Lucas, ça décrédibilise encore cette compétition qui a besoin de tout sauf de ça en fait.
Et au final, la Ouais. CAN est rentrée dans cette spirale de décrédibilisation. Et avec ce nouvel épisode, je vois vraiment pas comment ils vont s'en sortir. Ouais, c'est juste triste pour le football africain en fait. Cette CAN qui est censée mettre en valeur les qualités, les nombreux talents dont regorge le football africain, et bah, il s'est transformé en juste une honte, presque une catastrophe pour tout le continent et devant tout le monde entier en fait. Un scénario final déjà surréaliste, un arbitre complètement dépassé Ouais, bien sûr. par les événements, les Sénégalais qui rentrent dans le vestiaire pour finalement revenir, Brahim Diaz qui fait un cadeau à Edouard Mendy avec cette panenka complètement manquée et je pense pas qu'il fasse exprès encore une fois. Après en prolongation ça a rejoué un peu au foot et qui a marqué le but de la victoire, bah, c'est le Sénégal, c'est Pape Gueye et pas le Maroc. Après la fédération marocaine elle a raison de faire appel, c'est son droit et la décision de la CAF finalement elle est juste car le Sénégal n'a pas respecté les règles et elle doit être sanctionnée mais c'est juste le timing qui est ridicule et c'est ça qui est dommage. C'est anormal. 2 mois pour pour apprendre une règle. Enfin, un truc. On le voit que les joueurs qui le Ah, mais après, ils la connaissent la règle. Ouais, après, Ils il y a l'ont quelque vérifié chose- au moment du match. oui, je sais, mais Mais après, même si après tu il y a connais pas la un... règle, tu regardes des mecs sortir d'un terrain, tu te Ouais, dis, ouais. mais attends, mais ils ont le droit de faire ça. Ça, je suis d'accord. Après, il y a un truc, c'est que c'est pas pour prendre la défense de la Confédération, voilà. Mais il y avait toujours des joueurs sur le terrain. Toute l'équipe n'a pas quitté. Et sur le règlement, il y a écrit si une équipe quitte le terrain. Ils disent pas un nombre de joueurs. Alors oui. Ah, mais tu définis à quoi une équipe? Ouais. Tu l'as définie 11 joueurs ou tu l'as définie au staff C'est ça le technique qui va problème. avec, Non, etc. Moi, je suis de l'avis que le Sénégal aurait dû perdre au moment où ils sont sortis du terrain. Mais le truc, c'est qu'ils ont pu jouer sur la règle de c'est une équipe qui quitte le terrain. Sadio Mané est resté sur le terrain tout le match, il a jamais quitté. Et il y avait un ou deux autres joueurs en plus qui sont restés. Et donc, bah, même si oui, c'est pas normal, c'est là-dessus que les Sénégalais ont joué. Et c'est ça qui, je pense, qui a fait douter, même si je pense pas que ça aurait été aussi long si c'était la FIFA ou Ouais, même mais l'UEFA. même au-delà du fait de l'équipe sort du terrain ou déclare forfait, au bout d'un moment, quand t'arrêtes de jouer pendant Ah oui, 10 oui, minutes que oui, tu vas au je suis vestiaire, même au-delà du fait de Un déclarer quart forfait, c'est juste de l'anti-jeu en fait. Ouais, oui, Parce que tu complètement. casses complètement le rythme du match, même si c'était sur un penalty. Mais voilà, tu fais patienter tout le monde pendant 10 minutes, ça se passe pas comme ça. Ah oui, oui, Donc la complètement. sanction, elle aurait dû arriver directement. Parce que même au bout d'un moment, quand on se pose la question aux commentaires ou quand même nous, on se pose la question devant notre télé en regardant le match, forcément que les instances en haut sont Bah déjà oui. en train de se poser la question depuis 10 minutes. Et Ouais, ce que tu dis sur les 10 minutes de match, il y a Brahim Diaz, il a tiré son penalty de la manière dont il l'a tiré, ça, il n'y a rien à redire. Mais s'il a peut-être pas 10 minutes de réflexion, Ouais, est-ce un qu'il quart tire d'heure pas en plus, Ouais. c'est pas dix minutes. Est-ce Ouais, qu'il- voilà, bien est-ce sûr, qu'il bah tire oui. pas son Oui, penalty oui, de ça, manière beaucoup totalement, plus oui. spontanée et il tente pas ce geste, à mon avis, il a dû réfléchir à tout ce qu'il pouvait faire pendant les 10 minutes. C'est évident. Et voilà, est-ce qu'il fait ça? Et quand on y repense, finalement, cette finale, elle est complètement lunaire. Le penalty pas sifflé Ouais, sur le but refusé du Sénégal. Ouais, alors voilà, que- Ouais, c'est- si, bien voilà. sûr. Après, t'as Oula. le penalty. C'est de là Ouais. que part finalement cette polémique. Oui, oui. et Ouais, ça. c'est de ce but refusé du Sénégal. Bah, c'est une victoire en fait que tout le monde va se rappeler, mais que personne va se rappeler vraiment du match. En fait, les gens vont savoir que le Sénégal a fait un truc de ouf, a quitté le terrain. Les gens vont se rappeler que le Maroc a gagné grâce à un communiqué. Mais personne ne sera le match en lui-même, personne ne se rappellera de la victoire belle du Maroc, la victoire belle du Sénégal. C'est ça Non, qui oui, est dommage. c'est un match qui ouais. va rayonner par l'extra sportif C'est ça. que par le sportif en lui-même et c'est très dommage. Mais même au-delà juste de la finale, je trouve que c'est à l'image de la CAN cette année tout court parce Ouais. qu'il n'y a Ouais, pas ouais. eu que sur la finale qu'on a eu des problèmes d'arbitrage, qu'on a eu des polémiques. Donc au final, c'est une manière de couronner cette CAN qui dès le début était mal partie. Ouais, mais on pourrait débattre justement de ça, de la CAN, des problèmes de la CAN. Mais ce qui est marrant au final, un peu, c'est que le Maroc a gagné deux CAN et ils ont jamais Ils ont soulevé jamais de eu la trophée. coupe, ouais, Ça, bien c'est sûr, quand ouais. même assez C'est vrai que c'est incroyable. dingue. Et moi, je me mets à la place de Pape Gueye qui met le but, qui devient le héros national du Sénégal Ouais. et qui voit sa médaille se faire destituer. Je trouve ça horrible. Le Maroc n'est pas officiellement champion dans le sens où ils n'ont pas de trophée. Il y a un truc où c'est pas encore officiellement acté sur toutes les instances que le Maroc est champion. Je veux dire, non, ça oui, veut dire parce qu'on qu'il y a, va encore oui, parce qu'il y a eu débattre. appel, bien c'est sûr. ça, Mais ils sont déclarés c'est un vainqueurs, appel. mais avec l'appel, ça fait que le Maroc n'est pas encore champion et qu'ils peuvent pas encore récupérer la coupe. Mais ça, du coup, ça peut encore prendre une bonne année avant de savoir qui a Ah vraiment oui. gagné la CAN. Donc, Regardez Martin c'est pas Fourcade. fini. Hein. bien sûr, voilà. 15 ans. Mais Le donc, plus important, c'est les paris sportifs. Tout le monde a récupéré ses paris, et ils ont expliqué. Oui, voilà, mais ça a été Les un gens vont sacré récupérer casse-tête. leur Ça a argent. été Eh un oui, sacré casse-tête quand même Ouais, pour ouais. les Et parieurs ça, de paris sportifs. Et dans 6 mois, on va dire que c'est finalement le Sénégal qui a gagné et on va devoir C'est encore ça, voilà. rembourser. Voilà. On va faire le chemin inverse. Non, mais ouais, c'est sûr que c'est très compliqué la CAN depuis quelques années et ça risque de continuer comme ça. Après, je pense personnellement que les Sénégalais, quand on leur a enlevé la coupe, ça leur a pas mis un gros coup au moral parce que comme nous, ils le prennent comme quelque chose qui est complètement lunaire. Et au final, c'est une information qu'ils vont prendre en mode bon, bah, on nous l'a enlevé. Certes, ça fait
vraiment pas plaisir, c'est quelque chose qu'ils auraient préféré éviter. Ouais. Mais au final, du moment où tu as porté le trophée, tu as eu l'effusion de joie sur le stade quand tu as gagné le match, que tu es retourné à Dakar, que tu as célébré avec tout le monde, t'es 2 mois après, dans tous les cas, la victoire, elle t'aurait rien apporté de plus. Ouais. Donc au final, tu as d'accord. eu tous les bienfaits et voilà. Mais je pense que ce qui va faire du bien à la CAN, c'est que ça va être que tous les 4 ans maintenant. Parce que le rythme tous les 2 ans, c'était fatigant, je pense. Et puis, Ouais. ça, tu perds en crédibilité, encore une fois. L'Euro, c'est tous les 4 ans. La Copa América, c'est pareil, c'est tous les 4 ans. Donc pourquoi la CAN, ce serait pas tous les 4 ans? Puis une petite pensée aussi pour Walid Regragui qui se fait limoger parce qu'il a perdu la CAN justement. Non, il a Et- démissionné. Il s'est pas Il a fait libre. démissionné, mais pourquoi il a démissionné? Parce qu'il a perdu la CAN. Oui, bien Oui, sûr. voilà. Donc je pense que c'est en grande partie pour ça qu'il est parti. Et là, du coup, est-ce qu'il va revenir? Ouais, ça va on être sait pas. encore Donc, une on question, va- ça. il y a Non, un je nouveau pense pas, casse-tête. je pense Mais pas. je pense pas qu'il revienne. Ouais, c'est sûr qu'il va pas revenir. Mais Je comprends pas son Pour les départ. Marocains, ce serait bien. Ouais, je Regragui, comprends pas son il a fait départ. quand même du super boulot depuis, Oui. ah oui, depuis oui. des années. Petite on demi-finale a fait un de coup de Coupe du Monde quand même. Voilà. Qu'il a perdu voilà. contre la Contre la France. France, ouais. Eh bon, enfin, il pouvait pas se frotter à plus fort que lui. Comme on vous l'a annoncé, la semaine dernière, on est allé prendre la température sur Paris-Nice ce week-end. La course au soleil sous la pluie, ça n'a encore pas manqué, puisque samedi, des trompes d'eau s'abattent sur le parcours, obligeant l'organisation à raccourcir l'étape à seulement 47 km. Une étape donc plutôt tranquille où les cols catégorisés sont supprimés directement. C'est donc sur un sprint que se termine cette étape qui était censée être une étape de montagne. Et le train Ineos réalise un travail formidable portant le champion de France Dorian Godon jusqu'à la victoire. Et c'est le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que nos Français savent se faire remarquer. On retrouve 4 Français dans le top 10 de l'épreuve, Kevin Vauquelin, Lenny Martinez, Mathis Rondel ou encore Alex Baudin. On est passé, proche d'un podium français puisque Kevin Vauquelin termine 4ème à seulement 19 secondes de l'amant Jörg Steinhauser. Lenny Martinez frappe également fort lors de la dernière étape où il suit sans problème l'attaque de Jonas Vingegaard dans le dernier col de première catégorie. Après un raid en duo, il finit par se payer le double vainqueur du Tour de France au sprint pour s'offrir sa première victoire de la saison. Et Jonas Vingegaard, lui, remporte donc le général. C'est le deuxième enseignement de ce Paris-Nice. Vingegaard est en grande forme. Il s'impose sur le général avec une avance monstre de 4 minutes 23 sur Daniel Felipe Martinez et remporte au passage 2 étapes de l'épreuve. Le Danois retrouve donc le sourire et arborait ce grand sourire dimanche avant le départ de la dernière étape. Jonas Vingegaard qu'on a donc remarqué très détendu et qui explique ceci par une performance qui le rassure et aussi par une saison qui marque de nouveaux objectifs comme le Giro. Et puis ce samedi après-midi, la saison des monuments va débuter avec Milan-San Remo. Cette année, la course présente un tableau de coureurs 5 étoiles. Tadej Pogacar, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Filippo Ganna, Tom Pidcock, Del Toro, Matteo Jorgensen ou encore Philipsen. On attend forcément un remake de l'affrontement jusqu'à la ligne d'arrivée l'année dernière entre Pogacar, Van Der Poel et Filippo Ganna. Mais cette année, d'autres coureurs pourraient bien être capables de les suivre dans la montée du Poggio. Quelques kilomètres avant l'arrivée, on pense à Pidcock en grande forme qui a gagné Milan-Turin cette semaine, ou encore Philipsen, vainqueur de Noker-Gorze. Mais les 2 grands favoris restent Van Der Poel et Pogacar tout de même. Mathieu Van Der Poel est très en forme en ce début de saison avec 2 victoires la semaine dernière sur le Tirreno Adriatico. Le double vainqueur de l'épreuve est d'ailleurs vainqueur en titre, compte bien aller chercher son 3e sacre sur Milan-San Remo, mais il fera face à un Tadej Pogacar ultra conquérant, car c'est une des seules courses qu'il n'a jamais remportées malgré ses 5 tentatives. Un nouveau duel au sommet pour les 2 hommes à suivre samedi après-midi. Bah oui, on espère avoir un duel aussi haletant entre Pogacar et Van Der Poel que l'année dernière, avec finalement cette victoire du Néerlandais qui, malgré les attaques du Slovène dans la Cipressa et puis le Poggio, Exactement. demain tout peut encore se jouer, sauf si Pogacar innove un peu et attaque d'encore un peu plus loin comme il aime souvent le faire. Mais je sais pas encore parce que cette course elle promet Ouais, en tout cas. une attaque un petit peu plus loin, on pourrait éventuellement réfléchir, mais vu le parcours de l'épreuve, ça Oui, risque oui. d'être quand même assez compliqué. Mais en tout cas, Mathieu Van Der Poel et Pogacar sont les 2 favoris et ils le savent bien. Ils l'ont montré sur les réseaux sociaux ce week-end avec Mathieu Van Der Poel qui a répondu au dernier post de Tadej Pogacar en lui disant cette année, ça serait bien qu'on fasse la montée du Cipressa en moins de 8 minutes. Auquel Tadej Pogacar lui a répondu oui, l'année dernière, on était un petit peu lent, donc on devrait pouvoir le faire. Les 2 hommes savent très bien qu'ils vont s'attaquer, qu'ils vont se livrer à un grand duel. Et ça nous fait plaisir en tant que spectateur. Et puis il y a des outsiders aussi, côté français, on a Romain Grégoire qui a fait une super course l'année dernière. Ouais, bien sûr. Et puis Filippo Ganna qui a fini au sprint avec Pogacar et Van Der Poel l'année dernière, donc lui aussi il peut jouer sa carte. Ouais, Ganna qui peut suivre ça, il est très bon dans les petites montées de punch comme sont le Cipressa et le Poggio, il pourra aller chercher. On attend aussi un grand Wout van Aert qu'on a vu un petit peu penaud en ce début de saison, on espère qu'il va pouvoir
aller mieux sur ce Milan-San Remo, même si ça sera compliqué face aux géants qui sont devant. Et aussi le retour de Mats Pedersen qui n'était pas du tout attendu puisqu'il s'était fracturé les os du poignet il y a quelques semaines en course, et finalement il devait encore être indispensable pendant un mois, il ne devait pas pouvoir faire de course, et là jeudi on a reçu un communiqué de la Lidl Trek disant que Pedersen serait bien présent ce week-end sur Milan-San Remo avec quelques semaines d'avance sur son rétablissement. Après, c'est peut-être mieux pour lui, hein, il va arriver frais pour ces 300 km qu'il attend. Donc, ouais, à voir si le Danois peut rivaliser avec les meilleurs sur ce Milan-San Remo. Exactement, donc on vous donne rendez-vous samedi après-midi devant vos écrans pour voir ça. Messieurs, c'est l'heure de notre grand débat. Les 6 nations se sont conclues sur un énorme crunch qui a fait vibrer tous les fans et tout le monde présent autour de cette table. La France est imposée 48-46 sur une pénalité en toute fin de match tapée par Thomas Ramos, leur permettant de remporter le tournoi. Alors quel est votre bilan du tournoi réalisé par les Bleus, les gars ? Alors c'est bien, c'est une super victoire. On a besoin de gagner des tournois comme celui-ci avec à l'arracher comme ça à la dernière seconde. C'est important, on a montré des très bonnes choses, mais on s'est aussi inquiété. Ce tournoi, déjà, le but, avant tout, c'était de se préparer à la Coupe du Monde. C'était pas forcément le tournoi où il fallait être le meilleur, parce qu'on se rappelle, en 2022, on a été pris 2 ans avant, et c'était pas bon. Là, c'est un tournoi de préparation, le tournoi où il faut être le meilleur que tout le monde, c'est la saison prochaine. Donc, ce tournoi, c'était un tournoi de rodage, c'est ce pourquoi on n'a pas eu Penaud, ce pourquoi on n'a pas eu Aldrit, ou encore Galficou, Galficou, je pense d'ailleurs, on ne reverra pas, et qui peut dire au revoir à la Coupe du Monde. C'est un tournoi de rodage, c'est le tournoi où on se calibre un peu. Voilà, on a fait jouer. Il y a eu la performance Méa Fou, la paire Olivon Guillard qu'on tournait. Au centre, on a eu 3 paires de centres différentes. On a eu Jalibert du coup qui a montré que c'était lui le 10 titulaire. Même si je pense que si Ntamak revient, Galtier hésitera. Et je pense qu'il peut faire jouer Ntamak. Il n'aura pas de scrupule à faire jouer Ntamak si Ntamak est meilleur. Et ce tournoi, donc voilà, c'était un tournoi de rodage. Je trouve qu'on a montré des bonnes choses, mais je trouve aussi qu'il est assez frustrant à la défense, notamment les plaquages. On est à 860 plaquages. L'Irlande qu'on disait minable et qu'on disait à l'arrache, éclaté ce tournoi, hein, vraiment 890 plaquages, donc 30 plaquages de plus que l'équipe de France. On a beaucoup, je crois, on a un taux de réussite de plaquage qui descend chaque match. Premier match contre l'Irlande, on est à 90 plaquages. Deuxième match, on est à 80. Et on descend et au final, on finit à 65% 70% de plaquage réussi, je crois, contre l'Angleterre. Chaque match, c'est de pire en pire. Chaque match, on prend plus de points. 2 matchs à 90 points, c'est énormissime. Et on a été très bon offensivement, mais on a joué beaucoup dans le chaos. C'est ce qu'on aime, le chaos. Pas toujours justement. Et en défense, moi je suis désolé, la défense, c'est presque la honte. 50 points en Écosse, 40 points en Angleterre, enfin contre l'Angleterre. C'est beaucoup trop pour une équipe de notre calibre. Ça passe face à l'Angleterre qui est avant-dernière du tournoi. Ça passe face à l'Écosse qui ça passe, on a passé face à l'Écosse. Non mais je veux dire on a mis 40 points, on est qu'à 10 points, donc c'est pas une on prend le bonus. Voilà, on prend le bonus on prend le bonus offensif contre l'Écosse, mais ça passe pas. Contre les Sudaf, on prend 70 points. Contre les Blacks, même contre l'Australie, on prend 70 points, on est dans les choux. Même l'Argentine, hein, très sincèrement. Après, c'est une équipe de France qui est en difficulté défensivement, je suis d'accord, mais c'est une équipe de France qui compense énormément avec son attaque qui est très prolifique, hein. On pense notamment à Louis Bielbiarré qui a encore battu des records sur ce tournoi destination. Et ce fait de compenser, ça permet à l'équipe de France quand même d'aller chercher 5 victoires sur 6. 4 victoires sur 5, pardon, excusez-moi. Donc finalement, certes, la défense n'est pas là, mais on arrive à compenser en attaque. Donc ça reste un bilan mitigé, mais ça reste un bilan quand même assez positif, car au final, à la fin, tu remportes ton tournoi. Tu as gagné la plupart des matchs. Il y a certes cette énorme déconvenue face à l'Écosse. Et après, l'Angleterre, on prend 46 points. Mais l'Angleterre, il faut aussi prendre en compte le fait que c'est un crunch. Qu'un crunch, ça se joue jamais de la même manière que tous les autres matchs. Et des équipes comme l'Angleterre, qui a fait un tournoi de destination qui est vraiment très mauvais, ils se retrouvent poussés des ailes parce que c'est le crunch. Et on se retrouve à jouer à un niveau où on n'aurait même pas imaginé être capable de jouer. Donc voilà, si on enlève ces paramètres-là, pour moi, le bilan de l'équipe de France n'est pas parfait, mais il n'est pas mauvais non plus. Après, je pense qu'il y a plein de choses positives à en tirer. Et moi, je voudrais juste revenir un peu sur... faut pas être trompé par cette victoire un peu à la dernière minute. On a eu un sentiment de folie quand Thomas Ramos a marqué la pénalité à la fin. Mais il faut quand même dire que les 2 derniers matchs du tournoi, ça a été très compliqué. Très très dur. Ouais. Moi, j'ai ce sentiment contre l'Angleterre que à chaque duel, pas qu'on a peur, mais à chaque fois que l'Angleterre avait la balle, ils allaient marquer. Enfin, à chaque fois, ils avançaient, ils passaient la balle aux 3/4, ils poussaient, et nous, on essayait de résister, mais on n'y arrivait pas.
Et il y avait vraiment ce côté un peu. Moi, elle m'a fait un peu peur cette défense. Alors, on a marqué des points, oui. Louis Bielbiarré, il est exceptionnel, il met 4 essais, c'est énorme. Mais je pense qu'il va falloir se remettre en question quand même, parce qu'on gagne ce tournoi, mais très très juste. Et avant la Coupe du Monde l'an prochain, il y a quand même pas mal de choses à changer. Et puis je suis pas d'accord avec toi, Toan, dans le sens où tu dis que ce tournoi c'est une préparation et que c'est pas forcément si important que ça. Je pense que chaque tournoi de destination est important. Et celui-ci, si tu vas chercher le Grand Chelem, tu te rassures encore plus pour la Coupe du Monde, oui. même si c'est dans un peu de temps quand même. On a le temps en Australie, mais on verra. Et je pense que ce tournoi a déjà été important et ça n'a pas forcément rassuré les Bleus ce tournoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tirer de conclusion définitive Oui, évidemment. sur celui-là. Celui qui sera le plus important, c'est la saison prochaine. Et après, pour revenir, Julien, quand tu disais que c'était pas que du négatif, en fait, le truc, c'est que quand tu regardes, on a beaucoup anticipé le jeu des autres équipes. Et quand c'est Angleterre, on avait anticipé en disant ils vont beaucoup jouer au pied et nous, on va pouvoir jouer dans le désordre. Parce que là, tout le tournoi, notre tactique, c'était on tire au pied, on verra s'il y a le bébé, ou alors on fait une chandelle, on verra s'il y a Tessogbe dessous et on va pouvoir jouer dans le chaos avec Olivon qui va faire sa percée et Dupont qui a été un tournoi très mauvais. Serein, je trouve, a fait un meilleur tournoi que Dupont en 30 minutes. Je suis d'accord. Mais Après, Dupont, ça tu reste peux pas Dupont quand comparer. même. ah non, mais Oui, tu mets pas Serein en titulaire à la place de Dupont. Ah je non, pense que bah, Dupont est encore contre titulaire. l'Angleterre, Bien Serein sûr, devait- évidemment, Serein mais devait être Serein titulaire. joue une demi-heure alors que Dupont Oui. joue tous les matchs. Donc Et je pense que puis c'est Ouais, pas mais pareil. ça Tu mets faisait- Serein d'accord. titulaire sur les autres matchs, je pense que Dupont, il était Serein- blessé évidemment. un an quand même Non, avant mais, le tournoi je destination. veux Il est pas revenu. enterrer Dupont Et du puis tout, hein. même, je trouve on tire beaucoup sur Dupont. Il a fait des choses mauvaises. Le match contre l'Écosse, il fait cette passe là qui est interceptée. Et puis à la fin, dans l'embut, on sait pas trop ce qu'il fait. Mais il fait quand même des choses positives. Ah oui, mais Ouais, mais non, c'est pas un Dupont Je décisif suis pas en comme train on a d'enterrer. eu l'habitude de le voir. Sur le match contre l'Angleterre, le dernier essai de Louis Bielbiarré, il vient de se faire contrer sur un jeu au pied, qui avait mené un essai, je crois d'ailleurs, oui. et il retente, il les retourne. Et le deuxième, il arrive, il est parfait pour Bielbiarré qui derrière, bon lui c'est une fusée, donc forcément quand tu lui mets devant, Ouais, il voilà. court. Mais il y a des actions positives, il y a des actions négatives, il va falloir enlever les actions négatives pour la Coupe du Monde. Mais je trouve quand même qu'il y a un Dupont qui en phase offensive a quand même été intéressant. Mais moi, le secteur sur lequel j'aimerais revenir, c'est le secteur des rucks. Déjà, offensivement, on était très lent dans les rucks. Le ballon, on arrivait, on protégeait, et puis ça allait doucement, il n'y avait pas de jeu rapide. Et quand on défendait, surtout l'Écosse et l'Angleterre, c'est les matchs où on a pris le plus l'eau. En fait, on avait anticipé en disant ils vont jouer au pied, on se met derrière, personne va dans le ruck. Sauf qu'en fait, ils pouvaient jouer trop facilement et on reculait avec Jalibert qui défend en 13. Ça fait qu'on a une ligne arrière de 2 joueurs, donc on défend à 13 sur la ligne la première ligne, pardon. Et dans les rucks, l'Écosse l'a fait parfaitement. Ben White, il a compris parfaitement. Le ballon, le joueur tombait, paf, il jouait. Et en fait, ça jouait vite. Et au final, ils jouaient au ras. Et il n'y avait pas besoin de faire un pick and go en fait. Parce qu'ils avançaient tout le temps. Chaque plaquage, ils avançaient. Nous, les plaquages ont reculé. Moefana, qui était la semaine dernière, peut-être notre meilleur défenseur, il fait un très mauvais tournoi. Honnêtement, il a pas du tout tenu son rôle. Et donc, c'est quand même central. Du coup, tu n'avais plus Ntamak, tu avais Jalibert qui jouait derrière. Donc ça faisait une ligne de 13, même si j'adore Jalibert et selon moi il doit être titulaire. Il faut admettre que sur l'aspect défensif, l'adaptation tactique n'est pas forcément propice à une défense très solide. Et je vous dis, les rucks, c'est le secteur où on a le plus souffert, je trouve. En fait, ça jouait vite. Quand l'équipe adverse, dès qu'ils mettaient un peu de rythme, vu que nous on ralentissait pas les rucks, on mettait pas les mains. Et en plus, on faisait quand même des fautes. Ça qui est paradoxal, c'est qu'on mettait pas les mains dans les rucks, mais on faisait quand même des fautes. Donc je trouve ça assez frustrant quand même, même si je le dis encore, voilà, c'est pas fini. Il y a la Coupe du Monde qui va arriver et il ne faut pas non plus tirer de conclusions hâtives. Je trouve que ce tournoi, je dirais pas que c'est une faillite tactique parce qu'on est quand même champion et qu'on a quand même montré des très très bonnes choses. Mais défensivement, je trouve qu'on a été médiocre par rapport à ce qu'on est capable de faire. Maintenant, est-ce qu'on peut ouvrir le dossier Fabien Galtier ? Parce que je me souviens pendant le match, on se disait, on l'a regardé ensemble, hein, on se disait, alors s'il perd, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Fabien Galtier va encore être l'entraîneur du 15 de France à la fin de ce tournoi à destination ? Il a fait des choix quand même assez douteux pendant le tournoi. Tu le disais la semaine dernière, je me souviens. Bien sûr, ouais. Tu le disais, à chaque fois qu'il a fait des à chaque fois qu'il a fait des choix un peu différents, ça a marché, notamment Penaud au premier match avec l'Irlande. Mais quand même en fin de tournoi, la titularisation de Mathieu, on l'a pas vu du match, Mathieu. Mathieu fait un bon fait quand même un bon match. match. Il fait un bon match. Mathieu En n'a fait, pas il été a plaqué ridicule. pas, Il mais fait pas un l'étincelle. Si, très bon match de Mathieu. Mais je pourquoi C'est sortir pas le plus Nouchi ridicule. que tu apprécies fortement, Surtout toi? pour mettre Brennan. Ok, Brennan est un bon joueur, mais Brennan. Non, mais il y a quand même des choix qu'il faut un peu revoir un petit peu. La non-sélection de Damien Penaud, c'est un choix. La non-sélection de C'est un choix Aldrit, réussi. c'est un choix réussi. Mais après, qu'est-ce qui va se passer à la Coupe du Monde? Et ben, t'auras un triangle en fait. T'as LBB qui sera titulaire et t'auras Penaud à Tissobé selon l'adversaire.
tu auras un contexte différent. Mais tu vois, par exemple, moi, dans un match, voilà, j'aimerais parler contre l'Angleterre, dans un match ou contre l'Écosse, un match où on a défendu, mais en fait, où c'était les ailiers ont servi à rien. Là, dans ce cas-là, Penaud aurait été mieux parce qu'en fait, on avait besoin d'un joueur. Sobé, c'est pas le joueur qui va te créer l'étincelle, qui va te créer l'essai absolument magnifique. Penaud, c'est là où il est bon. Et là, on a sorti Penaud, c'est pour mettre Atisobé sous les ballons hauts et pour mettre Atisobé en défense. Sauf que contre l'Écosse et contre l'Angleterre, au final, la défense a failli de tous les côtés. Et en fait, sur ces matchs-là, Atisobé n'a pas servi. Donc, Atisobé a gagné des points, mais c'est pas un grand gagnant du tournoi. Ouais, mais si tu me dis que à la Coupe du Monde, on aura un triangle LBB, Penaud, Atisogbe, pourquoi il a pas pris Atisogbe dans les 40 Penaud dans les 42? Parce que c'était la politique qu'il a instauré au début du tournoi et qu'il a gardé jusqu'à la fin. C'est que là, en ce moment, t'es pas en forme, on veut faire tourner. On met Atisobé, il a fait pareil. Aldrit aurait pu jouer, même s'il y a une grosse concurrence en troisième ligne. Aldrit n'a pas joué, mais comme on regarde, Dréan n'a pas joué parce qu'il sait que quand t'as Penaud, Atisobé, LBB, Dréan. il a fait un match, mais on sait qu'il fera pas la Coupe du Monde en fait. Ça sera pas un titulaire à la Coupe du Monde, il sera dans la rotation. Je pense qu'on peut pas faire la liste maintenant de la Coupe du Monde. Oui, mais Ouais, est-ce ça que c'est beaucoup trop Non, plus mais tôt. tu prends par rapport à la politique qu'il a voulu instaurer sur ce tournoi. Mais est-ce que tu D'accord. brises pas un peu la confiance avec Penaud aussi? Bah, c'est Parce le but. qu'il a été très touché par. Ouais, le moi je fait suis de à, pas moi, je suis à être la place de sélectionné. Penaud, je le prends pas mal parce que C'est- c'est un tournoi de destination, c'est pas juste un match de préparation Voilà, où y a tu un- essayes des nouvelles Ouais. choses, ça reste un Après, grand tournoi. Il y a Ils ont un échangé crunch à avec Galtier, l'arrivée, il y a des gros matchs contre l'Irlande. Ça, pour un joueur, c'est même si tu joues pas tout le match, c'est toujours agréable d'être sélectionné. Ah, c'est évident. Et je me souviens, il y avait les autres joueurs de l'Union qui ont réagi un peu à la non-sélection de Penaud, qui disaient qu'il était très touché par cette décision. C'est évident. Et alors, est-ce qu'il va être dans un contexte un peu revanchard à la Coupe du Monde? J'espère, parce C'est que évident, c'est sûr. sinon ce serait dommage de perdre Damien Penaud. Penaud, c'est un grand champion et c'est un joueur. Tu sais, en fait, si tu le mets de côté, il aura encore plus la niaque. Tu le sais déjà. J'espère, mais Bah, j'espère parce que Regarde ça Jalibert. peut être très vexant quand même de pas Ouais, être sélectionné sur un surtout tournoi dans de les destination. 42. C'est vraiment, c'est pas comme si on te dit non, ne Ouais, prends pas, ouais. j'essaie quelque chose d'autre parce qu'on est sur des matchs de préparation, on est sur une tournée d'automne. Non, là on est sur un tournoi de destination, c'est-à-dire qu'au-dessus de ça, il y a la Coupe du Monde, c'est tout. Mais c'est ce que Galtier a expliqué. C'est là, il a pas viré Penaud de l'équipe de France. Penaud, il sera en Australie. On le sait. À part s'il est Oui, blessé, bien sûr, Penaud mais sera quand même. évidemment en Australie. Mais là, il a fait ça pour. Si, c'est sûr et certain. Ah, il y bah, aura- on espère, bien sûr. Mais en fait, il a fait ça pour dire, avant, on avait un style de jeu et en fait là, je trouve ça a un peu failli aussi. C'est qu'avant, le style de jeu, c'était on prie pour un exploit de Penaud, on prie pour un jeu au pied de Ramos, on prie pour que Dupont fasse son exploit. Et en fait là, on a viré Penaud pour qu'il y ait Atisobé pour avoir une équipe plus homogène. Et au final, maintenant, on prie sur un exploit d'LBB. C'est ça où il y a un exploit de Jalibert aussi du coup. Ouais, ce que tu dis, c'est que Galtier a expliqué que. Mais moi, justement, je remets en question les choix de Galtier. Parce que forcément, Penaud, c'est quand même le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France. Plus pour longtemps. Oui, bon, il y Oui, aura. bon, il y aura- forcément, LBB arrive ouais, très voilà. fort. Mais voilà, encore une fois, tu te sépares d'un de tes meilleurs joueurs de ces dernières années, qui est peut-être moins en forme en ce moment. Mais pour te priver de lui pour un tournoi à destination parce que tu veux faire jouer des jeunes, etc. C'est quand même. un C'est choix quand même très étonnant. compliqué en Ah, tant qu'entraîneur c'est- d'expliquer ça c'est très, à très un dur. Penaud, quoi. Ouais, de mais dire, c'est je te Aldrit, sélectionne Aldrit, parce c'est que C'est capitaine. très symbolique de la politique de Galtier en Oui, ce moment. bien sûr. Et après, est-ce qu'il va pas justement briser un peu l'équipe, briser un peu certains liens dans l'équipe en faisant des choix forts qui sont assumés de la part du sélectionneur, Ouais. mais voilà. est-ce Mais que- regarde les joueurs qu'il a écartés. Il a pas écarté, je sais pas, Jelonche, JB Gros et Marchand. Il a écarté le capitaine de la défense, il a écarté le vice-capitaine et le meilleur marqueur de l'histoire. C'est qu'il veut. En fait, il fait pas ça en disant vous êtes nuls, je veux plus de vous. Non, c'est les cadres. En fait, c'est les cadres sur qui on dépend. On dépendait sur la puissance d'Aldrit. On a montré qu'on avait Jelonche, on a montré qu'on avait Cross, on a montré qu'on avait Olivon qui pouvait jouer à tous les postes, qu'on avait Guillard, qu'on avait Nouchi et Gégou. Excuse-moi, Gégou qui est une révélation immense sur ce tournoi. Il a montré en fait que les cadres sur qui on se repose habituellement, on peut se débrouiller sans eux, ou du moins, en fait, s'il y a une blessure. S'il y a une blessure, s'il n'y a plus Aldrit et que tu as toujours joué avec que Aldrit en 8, c'est parce que là, c'est indiscutable. Et bah pourquoi sélectionner Dupont alors? Parce que Dupont, c'est ton capitaine. Tu me dis, Ah tu oui. sors les joueurs Ouais, forts, mais le capitaine- meilleur Mais marqueur. dans ces cas-là, t'as plus d'équipe, t'as que des jeunes qui jouent. Et là, Non, du coup, c'est tu trois peux joueurs. pas rivaliser. Ah ouais, mais- C'est oui, trois joueurs mais qui ce sont que je une dis, c'est sur une que- saison moyenne. Mais moi, ce que tu dis, c'est qu'ils se privent des joueurs et bon là, au final, on Qu'il gagne faut le une saison tournoi à moyenne. destination, On est là, on est oui. d'accord. Mais Dupont revient de blessure. Il Oui. n'est pas non plus à sa Ouais, forme. mais moi je suis d'accord, mais Dupont, c'est Dupont, mec. Oui, non, mais je suis d'accord. Dupont, c'est Dupont. Dupont, mais tous les jours il doit être sélectionné, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est juste, tu dis, il se prive de ses choix. Au final, on gagne à la dernière minute dans un tournoi à destination. C'est pas rien un tournoi à destination. Mais Atisobé Ouais. fait une meilleure saison que Penaud. Dréan fait une meilleure saison que Penaud. En troisième ligne, Olivon, Jelonche et Cross font une meilleure saison qu'Aldrit parce que La Rochelle, ils sont en crise très clairement. Nouchi fait une bien meilleure saison qu'Aldrit parce que Nouchi est le meilleur troisième ligne top 14. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Et oui, tu te prives de cadres qui sont moyens. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est
vous n'êtes pas intouchable. À part Ramos, Ouais, mais tu vois, est-ce que- à part Ramos et Dupont, vous n'êtes pas intouchable. Ntamak Ouais. n'est pas intouchable et Jalibert, je suis persuadé, mais vraiment que le prochain rassemblement, s'il y a Jalibert et Ntamak, même s'ils seront pas là parce que ce sera la tournée d'été et qu'ils seront finalistes au top 14, la prochaine fois qu'il y aura Jalibert et Ntamak disponibles, je suis persuadé qu'il fera jouer Ntamak devant Jalibert. Merci, je préfère Jalibert. La politique de Galtier, enfin l'idée de jeu de Galtier, c'est l'alchimie et c'est on fait jouer tout. En fait, on fait jouer ceux qui méritent le plus. Bon, Ouais, après, et puis- avec Ntamak, on est quand même pas mal. Moi, Ouais. j'aime- Ouais, mais j'adore. je pense que Jalibert a marqué des points sur Ah, ce mais tournoi parce qu'il clairement, a été c'est- exceptionnel et Ouais. Ntamak est moins bien cette année, donc ça va être très compliqué pour lui. Et Oui, Jalibert il va a falloir marqué qu'il beaucoup de points, ouais. Mais après, il peut aussi avoir cette forme de concurrence entre les deux qui va les pousser à être Oui, c'est encore pour meilleurs. ça- et je pense que ça justifie les choix de Galtier justement, c'est pour dire aux cadres qui sont pas forcément Voilà. très bons cette année, Oui, oui. de leur dire si vous voulez être titulaire à la Coupe du Monde, il faut être plus bon et si vous voulez être en destination, aussi être plus performant. Donc voilà. Parce que tu regardes, Ntamak, il a eu l'impression d'être disponible pendant une semaine, il a été appelé dans le groupe. Donc je sais qu'il compte sur Ntamak encore. Ntamak, il a été blessé et puis ils ont dit peut-être qu'il pourrait venir. Il a été appelé dans le groupe direct, il est allé à Marcoussis direct. Ouais, non, mais il a envie, Ntamak. Et donc Ntamak, Galtier compte sur Ntamak, il compte sur Aldrit Penaud, je le sais. Prendre Ficou, là c'est terminé. T'as Ouais, Moefana même s'il Ouais, était je moyen. pense- je ouais. pense que Ficou c'est fini. Ouais. On le verra cet été, Mm. parce que le Racing, j'ai du mal à les voir faire une finale top 14. Et puis surtout, Ficou peut jouer. Enfin, je veux dire, c'est pas son dernier match en équipe de France, c'est pas fini. Mais Coupe du Monde, Puis il faut Ficou, pas oublier c'est ce ciao. tournoi complètement en dents de scie avec 3 premiers matchs maîtrisés, avec notamment un premier match contre l'Irlande où tout le long, déjà en première période, tu mets un 22-0, là tu te dis et tu gagnes finalement 36-14. Et après, tu as ces 2 victoires contre le Pays de Galles et l'Italie avec ce bonus offensif en plus. Là, tu te dis que la France, pour le tournoi, il est quasiment gagné en fait, car tu affrontes les Caen qui a perdu son premier match face aux Italiens. Et ils sont chez eux à Murrayfield, mais bon, c'est abordable. Et en fait, c'est tout l'inverse, parce qu'au final, ça fait que tu perds 50-40. Les Bleus, ils se réveillent trop tard, ils plantent 4 essais dans le dernier quart d'heure. Et puis, tu as cette dernière rencontre, ce crunch complètement dingue face à l'Angleterre, avec un miracle sur une dernière action et une pénalité de Thomas Ramos qui offre le titre. Mais c'est très mitigé, ouais. Et puis, ces 2 derniers matchs avec 96 points encaissés, c'est triste, ouais. Ouais, c'est très compliqué. Et après, on parlait des choix de Galtier qui essayent de faire tourner, de dire voilà, je fais jouer les jeunes parce qu'ils sont plus méritants. Certes, ils sont peut-être plus méritants, mais en attendant, les 2 derniers matchs ils nous ont prouvé que ça marchait, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'au début, ça va très bien, mais dès qu'il faut se frotter à une équipe comme l'Écosse qui joue très très bien devant, finalement la défense elle est plus présente. Et est-ce que le fait de peut-être avoir mis ces joueurs qu'on n'a pas mis et d'avoir pris le choix de tester ces nouvelles compositions, on va dire entre guillemets, sur un tournoi aussi important que les 6 nations, c'était pas une erreur stratégique de la part de Fabien Galtier et qu'il fallait peut-être pas mieux attendre la tournée d'automne et peut-être sécuriser ce tournoi des 6 nations. le truc c'est que les tournées d'automne et d'été, c'est des équipes bis qui jouent. C'est pas des équipes une. Donc en fait. Ouais, mais les 6 nations, tu prends un c'est énorme déjà- risque quand même. Ah oui, c'est un risque C'est- énorme. Ah oui, oui. Et c'est même un c'est- risque trop grand pour être pris, En je trouve. destination, tu peux pas dire je vais faire jouer les jeunes, mais Voilà. si tu fais ça, en fait, Ouais. tu gagnes pas le tournoi. C'est pas possible. Bah si. Mais Ouais, mais tu voilà, vas voilà pas comment on faire gagne jouer le que les tournoi. jeunes. Ah oui, On Mais gagne il y a le des tournoi à cadres la aussi, 81e en fait, minute. c'est un mélange de cadres et de jeunes, c'est pas C'est- que des jeunes en Oui, équipe voilà, de ah France. oui. Alors, en parlant des jeunes, juste j'aimerais faire un petit interlude, les U20, pour déjà féliciter l'équipe de France. tu Oui, vois, bien tu sûr. peux Vas-y, aussi vas-y. mériter. Joachim Aparté. Sengakuo, c'est un phénomène absolu le 21, il a 18 ans, ce joueur-là va jouer en équipe de France, c'est obligé. Le Kakele Taona vient de signer à Toulon, l'ouvreur, il fait un tournoi d'exception, 41 points, il est fou, ce joueur est très très bon. Et pareil, il peut aller en équipe de France avec plus de vitesse au pied. On a Marceau Marzoulo, un 3ème ligne qui va venir concurrencer le reste. Pareil, lui, c'est un sécateur à la François Cross. On a vu beaucoup de choses. Baptiste Thiol, un autre demi-mêlée Baptiste, en plus de Baptiste Couillou, Baptiste Jonot, Baptiste Serin. Beaucoup de Baptiste. Et lui aussi, il va briller très bientôt. Voilà, c'était tout ma petite interlude de Ouais, l'équipe de France. t'as- U20. L'avenir Ouais. est. Ah, les L'avenir est Ouais. sécurisé. les gars, on a une Niveau- génération niveau jeune, dorée. Galtier est Si on pas gagne mal, pas hein. une Coupe du Monde, Ah, mais là, avec la gagner. génération qui c'est vrai arrive. Après, on disait pareil en 2023, on disait qu'en Ah, mais 2023 2023, c'était oui. la génération et finalement tu te plantes contre l'Afrique Non, du Sud. tu- Ouais, tu mais te plantes après, contre il y a O'Keefe. d'autres Ben paramètres O'Keefe. qui rentrent en jeu Euh, face à l'Afrique du Sud. Tu veux ouvrir une qu'on- page qu'on d'arbitrage, développera pas là. Antoine, par rapport à France-Afrique du Sud en 2023? Je pense pas. Je pense que ça On va va être très long. pas refaire Ouais, l'histoire, une messieurs. cicatrice encore plantée au fond du cœur. La plaie béante. Ouais. Mais par Là, contre, je la saigne en France- parlant. La France réalise le back-to-back quand même depuis. C'était pas arrivé depuis le tournoi 2006-2007. Ouais. Donc c'est pas mal. Et puis Louis Bielbarré avec ses. Après, ouais, on n'a pas beaucoup parlé des choses positives quand même. Il y a quand même pas mal de choses positives à retenir de Ouais. ce tournoi. Louis Bielbarré, évidemment, Ouais, recordman ouais. d'essai sur un. Sur une édition, ouais. Jalibert, il a marqué beaucoup de points, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Ses jeux au pied, ils ont été très très précieux.
Et notamment, il y en a Il y a un. juste cette passe contre l'Angleterre qui offre un petit Oui. Ouais, en mais ça, essai. c'est- Oui, mais mais bon, c'est des bon, petites erreurs. Voilà, c'est voilà. comme Dupont face à Sur l'Écosse. 5 voilà, matchs, c'est la même sur chose. 5 matchs, Voilà, ça arrive, c'est- c'est Quatre, normal. il a joué 4 matchs, C'est Jalibert. la petite Oui, tâche. oui, c'est vrai. C'est la Mais, petite tâche noire de son tournoi, mais sinon c'est presque parfait pour Jalibert. Mais il y a cette passe mauvais pied contre l'Angleterre qui est quand même un Ouais. délice pour Bielbiarré. Ouais. Et après, Ramos, Ramos il faut parler un peu de cette cléchitude de cette personne. Il est. Tu veux dire le meilleur buteur du monde? Oui, bon, ça. Ah ouais, je connais. Mais il a mis du temps à le devenir quand même. hein. On a attendu longtemps pour qu'il C'est devienne vrai. Ah le oui meilleur buteur Mais du qu'est-ce monde, mais qu'il bon, il est arrive au meilleur régulier. moment. Ouais. Très régulier, 100% au pied face à l'Angleterre, donc Ah ouais. il est hyper important. Alors que le marqueur anglais Finney Smith, lui, on a vu que il met des points à côté et ça coûte cher aux Anglais à Après, la fin. c'est toujours mieux que Marcus Smith. Par exemple, c'est. Marcus Smith est rentré, il était très bon d'ailleurs, il a marqué un Ça essai, a il des a mis en années-lumière. danger à la France. Oui, donc, enfin, il ils ont fait mis une six très belle des entrée essais. Marcus Smith. Donc très important pour Sur le ce- tournoi, je crois qu'il en rate que 3, Ramos, non Je sais de plus, j'ai pénalité pas la au- stat, j'ai au pas jeu le au nom. pied. mais- Enfin, franchement, il fait encore Mais un Ramos, tournoi c'est- très solide. Derrière, il est à la récupération, il est partout. Et puis on parlait de Penaud qui est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, mais quand tu vois Louis Bielbiarré qui est déjà à 29 en seulement 27 sélections, je pense que Penaud il va pas rester longtemps au premier rang et que Louis Bielbiarré il va arriver comme une fusée, il va le Surtout dépasser. s'il n'est pas appelé. Oui. Selon moi, le. Ouais, surtout, Ouais. ça va être plus facile. Mais le grand gagnant du tournoi, pardon, il y a Gégou, il y a JB Gros, mais c'est Olivon. Olivon, mais on peut voir qu'il peut jouer en 4, qu'il peut jouer en 7, que dans tous les cas, il sera titulaire. Ouais. Que offensivement, c'est une bête, défensivement, c'est une bête. On a vu là en seconde ligne, on a deux paires d'exception. On a Flamand Méafou, Olivon Guillard, les deux. Dans tous les cas, ça fait un niveau de jeu injouable en fait. Les deux seraient titulaires dans beaucoup de nations en fait. Donc on a deux paires de seconde ligne exceptionnelles. On a en troisième ligne, on a du monde de fou en troisième ligne. Au centre, on a du monde. Au sol, on a du monde. Donc oui, il y a du négatif, mais les gars, on est quand même bien. On a des jeunes qui vont arriver dans quelques années. Je pense qu'on peut être rassuré quand même pour les prochains tournois à venir. Eh bien, merci messieurs pour ce débat. Alors désormais, on va laisser place à une autre belle performance française en Chine, où il y avait certes le Grand Prix de Formule 1 de Chine, mais pas que, Lucas. Oui, dimanche, un Français a brillé en Chine, pas dans une monoplace, mais bien dans une arène de ping-pong. Presque le même sport. Ce week-end, Félix Lebrun, 19 ans à peine, est entré un peu plus dans l'histoire en devenant le premier joueur non chinois à remporter un WTT majeur en Chine. Une performance qui confirme sa folle ascension. Cette semaine, à, pardonnez-moi pour la prononciation, Chongqing, Féfé a réalisé le tournoi quasi parfait. Le Montpellier a ainsi remporté son deuxième Champions, l'équivalent d'un Masters Mills au tennis, et il a ajouté un 6e trophée WTT individuel dans sa collection. Après des premiers tours relativement faciles, le Français a de nouveau prouvé qu'il avait un mental à toute épreuve. Dès les quarts de finale face au Brésilien Hugo Calderano, qu'il connaît parfaitement, Félix a livré une bataille d'usure, menée pendant tout le match. Il a sauvé 3 balles de match avant de s'imposer au bout de 7-7. Rebelote en demi-finale face au japonais Sora Matsushima, une nouvelle fois mené 3-7-1. Féfé a une nouvelle fois renversé la vapeur, et pourtant ça avait très mal commencé pour le Français dans le premier set. C'est le japonais qui inscrit les 7 premiers points du match. Finalement, le plus jeune Lebrun enchaîne 3 sets consécutifs à un niveau exceptionnel pour l'emporter en 7 manches. En finale, c'est dans une salle en feu acquise au champion local Wayne Rubo que Félix a scellé son destin, plus en difficulté sur les débuts de match. Cette fois-ci, le Français entre parfaitement dans sa rencontre et remporte les 4 premiers points de la rencontre. Il ne sera plus jamais rattrapé par le 27e joueur mondial, une victoire 4-7-1 qui offre un deuxième titre majeur sur le circuit WTT au plus jeune prodige du ping français. Et même si la route est encore longue, le pongiste de 19 ans se rapproche de plus en plus de la 5e place du top mondial, actuellement 6e. Il n'est plus qu'à 35 points du chinois Lin Chidong, qui a reculé au classement après son forfait dans un tournoi où il était finaliste en 2025. Et si le tournoi fut de plus courte durée pour Alexis, sorti au premier tour par l'allemand Patrick Franziska, l'essentiel est là, le ping français, porté par les frères Lunettes, n'a jamais été aussi proche des Chinois. Et si les jeunes Français font parler d'eux, ceux qui ont déjà une belle carrière derrière eux aussi, ne manquent pas de faire parler la presse, Louis. Et oui Julien, samedi dernier, lors d'une conférence de presse dans la station de Courchevel, Alexis Pinturo a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Une annonce d'autant plus marquante puisque le Savoyard, qui fête ses 35 ans aujourd'hui, est un véritable monument du ski alpin français. Pinturo, c'est 17 ans de carrière sur le circuit mondial avec jusqu'à présent 335 départs en Coupe du Monde pour 34 victoires, 5 petits globes de cristal dont 4 en combiné et 1 en géant, ainsi que 7 médailles au championnat du monde rien que ça, mais aussi 3 podiums olympiques, 1 en 2014 à Sochi et 2 à Pyongyang en 2018, sans jamais décrocher l'or, qu'importe, car le Français aura triomphé dans toutes les disciplines du ski alpin, sauf en descente, synonyme d'une polyvalence rare sur les pistes, et que dire de ce 20 mars 2020.
Le jour de ses 30 ans, où Alexis Pinturo s'impose sur le dernier géant de la saison, à Lanzerheide en Suisse, et remporte dans le même temps le globe de la spécialité, mais surtout le gros globe de cristal, une distinction récompensant l'athlète le plus régulier de l'hiver, autrement dit le Graal comme il aime le répéter. Cet exploit, il est aussi une première pour un Français depuis Luc Alphand en 1997. En 2023, plus récemment, à Courchevel, là où il a façonné son ski, il remporte sur le combiné des mondiaux son dernier sacre à ce jour. Pinturo, malheureusement, sa carrière avec l'équipe de France ne s'est pas terminée de la plus belle des manières, avec cette non-sélection pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina qui ont eu lieu en février dernier. Demain, à l'issue du géant des finales à Lillehammer, en Norvège, pays de sa maman, c'est certain qu'il raccrochera les skis. Autre certitude, lorsque l'on évoquera le nom de Pinturo, on retiendra surtout l'immense trace qu'il a laissée dans la planète du ski alpin. Et merci Louis. Et donc désormais on va passer à la liste de Didier Deschamps qui a été annoncée ce jeudi à 14h. On va la décrypter ensemble. Donc les immanquables sont bien là dans cette liste. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, William Saliba, Mike Maignan ou encore Aurélien Tchouaméni. Mais l'annonce de cette liste nous a réservé aussi quelques surprises, telles que notamment la non-présence de Corentin Tolisso et le retour de Randal Kolo Muani. Alors qu'est-ce que vous en pensez les gars ? Ouais, honnêtement, il y a quand même plein de choses que je comprends pas dans cette liste. On est à quelques mois du mondial, c'est la dernière trêve avant le mondial, dernier match de préparation, et je trouve qu'on tente pas assez. 9 attaquants, 6 milieux, on a beaucoup de talent offensif, ok, mais on a surtout un problème au milieu de terrain, et à un moment donné, il va peut-être falloir arrêter de sélectionner les meilleurs joueurs et essayer des nouveaux, surtout pour les matchs amicaux. Là, il y en a un quand même, on se demande pourquoi il n'est pas là. Corentin Tolisso, il fait une saison exceptionnelle à l'Olympique Lyonnais, et on le choisit pas. On prend des Randal Kolo Muani qui, ok, revient bien en ce moment, il a mis un joli but cette semaine contre l'Atlético, mais bon, à un moment donné, notre milieu de terrain marche pas. Depuis le début de la saison, on est avec Tchouaméni et Koné, ça marche pas trop mal, mais on a quand même quelques réserves. Et là, encore une fois, il y a des gars comme Tolisso ou Fofana. Est-ce qu'ils méritent pas d'être sélectionnés ? Fofana, il fait une super saison du côté de l'AC Milan. À côté de Adrien Rabiot, et finalement c'est Adrien Rabiot qui est sélectionné du côté du Milan. Alors il a peut-être ce côté vécu en équipe de France, mais il faut pas oublier quand même que Fofana à la Coupe du Monde 2022, je trouve qu'il est très solide, et depuis il est plus sélectionné, on ne sait pas pourquoi. Donc alors Kanté, oui, Kanté c'est un taulier de l'équipe de France depuis certaines années, mais on verra s'il n'est pas cramé. Mais je pense qu'il aurait quand même fallu tenter quelque chose avec Tolisso ou bien Fofana. Ouais, surtout qu'on a, il y a énormément d'attaquants qui ont été appelés. Et est-ce qu'on peut pas faire peut-être un petit peu de place pour rajouter derrière un Corentin Tolisso qui, c'est vraiment incompréhensible le fait qu'il ne soit pas sélectionné. Il est en train de faire une saison de fou, et comme tu l'as dit, même s'il faut remplacer au milieu de terrain, il y a de la place pour enlever. Alors après, Tolisso, c'est pas la première fois qu'il n'est pas appelé en équipe de France. C'est pas la première fois qu'il fait des bonnes performances non plus et qu'il n'est pas appelé. Alors est-ce qu'on peut se demander si au sein du staff de l'équipe de France, ou notamment directement avec Didier Deschamps, il n'y a pas quelque chose autour de Corentin Tolisso qui fait que ça bloque un petit peu, comme on aurait pu eu l'avoir avec Karim Benzema? C'est une question qu'on peut se poser, et si c'est le cas, c'est dommage de se priver d'un si bon joueur que ça pour si peu en fait. Il doit y avoir une raison, c'est sûr. Oui. À un moment donné, C'est pas du sportif, ça peut pas être du sportif. ok, je Adrien pense Rabiot, que- il fait une bonne saison, mais Corentin Tolisso, vraiment, il a été exceptionnel. Moi, je trouve cette saison, il a ce C'est rôle un de cadre à Lyon. de ouais, taulier Bah qu'il oui. a, il encadre les jeunes. Je trouve il fait une super saison, Tolisso, et tout le monde le crie, tout le monde dit oui, Tolisso il doit être appelé. À un moment, Didier Deschamps il peut pas faire semblant. Ouais, il peut pas faire semblant. Après, en plus, t'as Manu Koné qui est à certains qui s'est blessé. Donc face à Bologne en Ligue Europa, donc pourquoi pas une petite place qui laissera entraîner, mais ça va être compliqué pour Tolisso. Et oui, c'est sûr que Deschamps, faut qu'il tente des choses, surtout au milieu, ouais, comme tu l'as dit Lucas. Même à Kliouche et Kolo Muani, je sais pas si c'est vraiment utile. Après il y a Barcola qui est blessé, donc évidemment que tu as besoin d'attaquants, tu as besoin de tester des choses en attaque. Mais voilà, ouais, Tolisso c'est le grand absent, je pense, de cette liste de Deschamps. Ouais. Si c'est pas Tolisso d'ailleurs à la place de Koné, là il va falloir quand même vraiment se poser des questions. Alors moi j'espère que si c'est pas Tolisso c'est Fofana, parce que je trouve vraiment que c'est un super joueur. Boadji. Ah oui, C'est le débat, Oui, c'est on vrai. parlait Boadji. de Boadji effectivement. Est-ce que Didier Deschamps va pas le sécuriser avant qu'il décide de choisir la sélection marocaine? Ça pour le coup je trouve que ce serait une bonne décision. Puis ça reste quand même un bon joueur, Ayoub Boadi. Mais voilà, s'il prend pas Tolisso à la place de Koné, je comprends pas. Parce que Fofana est très bon, mais là l'objectif c'est le futur. Est-ce qu'il jouerait la Coupe du Monde, Fofana?
Bah moi je pense qu'il a une place. à Ouais, ce Ah, je moment. moi, pense je suis je d'accord pense qu'il a sur- sa place. Ouais. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il aurait sa place. Mais déjà, à la place de qui? Puis surtout, est-ce que Deschamps prendrait Fofana? Est-ce qu'il ne veut pas sécuriser Boadi en équipe de France plutôt que prendre Fofana Mais un je- peu par respect, mais du coup, qu'en fait, ils ne servent pas forcément, qu'il soit comme Boubacar Kamara qui est un perdant encore, mais c'est les blessures Ouais, malheureusement. il est blessé, Camara. Ouais. C'est pour ça que je dis, différent. Kamara, il est blessé alors qu'il devrait Il aurait peut-être mérité prendre- d'avoir sa Ah, mais sélection complètement. Aussi, sur oui, ses bien derniers sûr. rassemblements, bien sûr. Mais je pense pas que ce soit le moment pour Didier Deschamps de faire tester des jeunes à très peu de mois de la Coupe du Monde. Enfin, il n'y a aucun intérêt pour Ouais, bien Didier sûr. Deschamps Ah, mais tu perds de Boadi. sélectionner Boadi. Oui, mais de toute façon, Deschamps il s'en fiche un peu de Boadi parce qu'il fait une Coupe du Monde et il s'en va. Oui, Et ça, Zidane, ça, Bah c'est ouais, pas ouais, faux. c'est ça. Donc voilà. Donc, Non, oui, Boadi, puis, vrai. je sais Didier pas si Deschamps n'est pas, c'est utile. Fabien Galtier. Bien sûr, et puis non mais Louis a raison, on est à seulement quelques mois de la Coupe du Monde, c'est pas le moment de tester des nouveautés, c'est le moment de sécuriser ce qu'on sait et de se dire à la fin de cette tournée, ok c'est bon, j'ai mon 11 de départ pour la Coupe du Monde. Là c'est le moment, il faut se dire que dans la tête de Deschamps, il doit y avoir déjà 70% du travail et des décisions qui sont prises, c'est le moment de faire les derniers ajustages. Si tout a été bien préparé, bien sûr, mais connaissant Didier Deschamps, normalement, Ouais. ça a dû être bien préparé. Puis Dans on ce va cas, en- pourquoi on prend un Cliouche et on prend pas un joueur qui est champion du monde, qui est déjà champion du monde, un joueur qui a déjà fait une finale de Coupe du Monde, donc Tolisso et Fofana, à Cliouche qui a jamais prouvé énormément en équipe de France et qui est sur une saison plutôt moyenne. Pourquoi on prend Lucas Hernandez il a l'expérience, mais il est pas bon cette saison. Ouais, mais est l'expérience pas bon. dans une coupe Mais du il monde, sera ça remplaçant. compte Mais ça a dans le toujours été vestiaire. l'identité de Deschamps de Là- faire jouer plutôt ce collectif-là, ce Ouais. groupe solide qui a fait, ça a fait la force en 2018. C'est pour ça qu'ils ont gagné la Coupe du Monde d'ailleurs. tu pas vois, que en par la latéral, qualité Adil technique. Rami. Oui, Adil Rami, voilà, qui n'a pas joué un match, mais qui était très important, notamment grâce aux extincteurs. Mais sinon, voilà, faut voir un peu. Ouais. Et puis défensivement, on en parlait, Pierre Calulu, qui revient en équipe de Ouais, France ça, c'est pour une soutenir super Malo nouvelle. Gusto. Mm. Donc défensivement, ouais, ça va faire du bien, je pense. Après Malo Gusto est quand même très bon aussi. Ouais, ça, avec je suis Chelsea. Mais après la non-sélection de Mathieu Hudol, je la comprends. Parce que, ok, Hernandez, il fait pas une bonne saison. Mais c'est vrai que là, pour le coup, Mathieu Hudol n'a jamais été appelé en équipe de France. Ce serait quand même très osé à 3 mois de la Coupe du Monde. En plus, on va pas se cacher, il va pas jouer Mathieu Hudol. Là, on a quand même deux bons matchs pour se tester dans cette trêve. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Ouais. Là, le match contre le Brésil, je pense qu'il va être vraiment intéressant à regarder. Et que je pense que beaucoup seront devant leur télé. Sachant qu'en plus, je crois que c'est aux États-Unis. Donc, Oui. Ouais. ils vont pouvoir aussi commencer à se tester les Bleus. Parce que c'est Ouais. pas facile de jouer aux États-Unis. On l'a vu l'an dernier à la Coupe du Monde des clubs. Les chaleurs, c'était très, très compliqué. Mais d'ailleurs, cette Coupe du Monde sera divisée encore une fois en quart-temps avec une pause fraîcheur toutes les 25 minutes, Ça, je crois. c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, Oui, une c'est bonne bien. idée, C'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée, mais je trouve Après, que c'est- sur le plan sportif, c'est dommage parce que en fait, ça te casse le rythme du match. Et ça va venir te le casser à la 25e, à la 65e minute de jeu, alors que c'est des moments sur un match de foot où tout commence justement à s'accélérer, où les mécanismes sont bien mis en place. Donc je trouve que sur ça c'est un peu compliqué parce que c'est des postes c'est pas des pauses fraîcheurs, je crois, Ouais, de c'est 2 des cartons, minutes c'est 30. comme au basket. Ouais. C'est un comme au peu basket, un- ça sera des postes de 5 minutes. Hein. Il y aura C'est des très petits très 5 long. minutes entre temps. Ouais, je crois que c'est 5 Il y aura minutes. des petites pubs ce qui est entre très long. temps. Il y aura des- 5 minutes, c'est beaucoup. Nous, Ouais. on aura des pubs entre temps, etc. Donc, le temps de caler les pages publicitaires. Voilà, c'est très américain comme format, j'ai envie de Ouais. dire. C'est un peu comme de la NFL ou ce qu'on pourrait avoir en NBA. Donc, ça risque de tuer un petit peu le rythme du match. Mais après, voilà, toutes les équipes sont logées à la même enseigne. Ouais. Donc, si ça sera dur à gérer pour les Bleus, ça sera dur à gérer pour toutes les autres nations. Et oui, et après, si l'équipe de France ou une autre équipe est dominée dans un match, ce temps mort peut permettre à Didier Deschamps ou à un autre sélectionneur d'ajuster techniquement ses joueurs C'est ça, et ouais. faire la différence aussi. Donc, si toutes les équipes sont logées à la même enseigne, c'est pas forcément une mauvaise chose, même si évidemment là on est plus, on n'est pas en NBA, c'est la Coupe du Monde, c'est l'événement le plus regardé au monde. Donc, ouais, je suis pas très favorable à ce type de choses dans une Coupe du Monde. Mais ils en ont besoin, les joueurs. Il veut mieux casser le rythme ou de pas en avoir. Mais non, Oui, ils en mais- ont besoin, ça dépend où tu Enfin, joues. Non, Si casser tu, le rythme, c'est si, horrible. si tu Là, joues. c'est- Casser le rythme, c'est horrible. Ouais, Non, mais oui. que les joueurs s'ils commencent Non, mais à. ils s'hydratent, se mais sen- ils Oui. se posent pas 5 minutes. juste. Ah, Voilà, ça, 5 un, minutes, ça, c'est oui, très long. oui, c'est Et vrai, surtout c'est que trop. ça sera appliqué à tous les matchs. La pause fraîcheur, quand tu joues au Mexique, je suis d'accord. Quand tu vas jouer à Boston, il fait pas 32 degrés. Hein. Ah oui, Donc la pro- voilà, cinq minutes, j'avoue, c'est très même long. quand tu vas jouer au Canada, la pause fraîcheur, elle est pas indispensable. Oui. Puis après, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des temps morts. Les coachs ils vont pouvoir demander des challenges. Des petits voilà. jeux pour gagner le million, tu as du milieu de terrain et voilà, on y va. Non, mais après, oui, 5 minutes c'est beaucoup. Mais au moins, les joueurs ils sont prévenus. Parce que les pauses fraîcheurs, des fois, ça arrive quand même à des moments assez aléatoires. Ouais. Et alors, briser un temps fort, ça, c'est vrai que c'est pas terrible. Parce qu'on sait très bien que dans le foot, ça tourne très vite. À voir comment ça va se passer. Est-ce que les coachs vont avoir le droit de donner des conseils tactiques? Est-ce qu'ils vont avoir le droit de se rassembler? 5 minutes, ça me paraît vraiment beaucoup par contre. Je sais pas, ils vont pas rester tous à leur place sur le terrain à attendre. Non, pas mais ils normal. vont chercher leur gourde, ils discutent, voilà. mais
que voilà, ils fassent pas un cercle comme avant les prolongations, comme avant des pénaltys. Après, Voilà. quand tu vois le nombre de matchs qu'ils jouent, les joueurs, déjà, je pense que 5 minutes, en tout, du coup, ça fera 20 minutes. Il y en a Ouais. 4, donc ça Non, il y en fait a pas que de mal deux. non plus. Il y en a que deux. Il y en a, Une ouais, par il y en a mi-temps, que une deux, par mais mi-temps. du coup, ça dévie. Oui, une par Avec mi-temps, mais le- du ah coup, oui, ça la divise en mi-temps, quart temps le mi-temps. match. Oui, ok, d'accord. Mais voilà, et puis aussi cette Coupe du Monde qui se joue sur 3 pays avec des climats différents, faudra aussi prendre en compte que sans doute arrivé au quart de finale, il y aura des équipes qui seront beaucoup plus fraîches que d'autres parce que ceux qui vont plus jouer au Mexique, bah, physiquement ça va être beaucoup plus dur que ceux qui vont jouer la plupart de leurs matchs dans le nord de l'Amérique. Donc ça aussi c'est peut-être quelque chose qui aurait dû être réfléchi. Après voilà, c'est le seul problème où voilà, toutes les équipes on pourra dire qu'elles n'ont pas été logées à la même enseigne et qu'il y aura peut-être malheureusement des grosses différences qui seront faites sur ça à partir des quarts ou même des huitièmes de finale. Hein. Il va y avoir du débat, je pense, sur cette Coupe du Monde. Ouais, énormément. Ah oui, oui. Oui, Déjà, oui. il y aura Jacques- le Brésil le 26 mars, puis la Colombie le 29 Déjà, mars. il y aura un donc, boycott, c'est ça sûr. promet. C'est ça. Le boycott de qui? Colombie Ouais, Colombie le 29 C'est pas la mars, Côte ouais. d'Ivoire? On joue pas la Côte d'Ivoire? Ah non, non, c'est la Ah, Colombie. c'est prochaine, avant Ouais, la Coupe c'est du Monde. Oui, juste c'est avant, ça, c'est oui, en oui, début il y a juin, ouais, 2 juste autres avant. matchs qui Ouais, seront pardon. Il beaucoup y a un plus match tard. inconnu encore, on sait pas qui c'est. Oui, Ah ouais c'est ça. Ouais. Ok. Contre une équipe de Kings League, peut-être, si c'est inconnu, on verra. Ah, j'espère pas en tout cas. Bien envoyé celle-là. Mais par contre, je suis vraiment curieux de voir ce match face au Brésil, ce que ça peut donner, parce que ça va être vraiment une confrontation que j'ai hâte de voir. Ouais. Ouais, hâte de voir aussi l'équipe qui sera alignée en face pour le Brésil parce qu'il y a beaucoup de. Il y a quand même 2-3 personnes à mettre. Le retour d'Hendrick. Et puis, ils font pas rêver quoi. Mais sans Neymar. Sans Neymar, par contre, ça c'est un petit peu la grosse info côté Brésil, même si évidemment il joue dans le championnat brésilien, il joue pas en Europe, mais Ça, c'est pas un argument parce qu'il y a beaucoup de joueurs du championnat brésilien à l'intérieur de l'équipe. oui. Il y a Oui, c'est la- pas anodin qu'on prend Ouais. des joueurs du championnat. surtout avec le brésilien. Brésil actuel qui est en perdition, on va dire. Ouais. Il y a beaucoup de. Je crois qu'il y en a une dizaine hein, de joueurs qui sont issus du championnat brésilien. Ouais. Vitor Roque, il est pris dans la liste? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, non, il y a quand même pas Je mal crois qu'il y a d'absents. Igor aussi. Thiago de Ouais. Brentford qui a été sélectionné. Normal. Ça, original. c'est normal. Logique. C'est Il normal, fait une bonne mais saison, Igor Ah oui, Thiago. oui, deuxième meilleur buteur de première ligue, donc ouais, Derrière à qui? voir. Derrière Haaland. Ok. Domingo Queiroz. Sans doute, Ok. sans aucun doute. Et Ça, y a même devant pas Max de débat. Doman aussi, qui va peut-être revenir, on sait pas à la fin de la Ça saison. va arriver, ça va arriver. Ouais, il revient Il a petit à 8 matchs pour les 20 buts. Et Bruno Fernandes, il a 8 matchs pour faire 5 passes décisives aussi. C'est vrai. Ah, voilà, il y a Bento qui joue à Al Nasser, Ederson à Fenerbahçe, Alexandro à Flamengo, Danilo Flamengo aussi, Douglas Santos Saint-Pétersbourg, Ouais, mais Léo après, Ferreira Flamengo, Ibanez Al Ahly. Ouais, il y a Ancelotti fait pas comme Gatchi, hein. Lui il prend ses Ouais. cadres Ah, et oui, il voilà. les rappelle. hein. Danilo à Botafogo, Fabinho à Lichat, Gabriel Sara Galatasaray. Il y a que des joueurs qui viennent de partout. Ouais, mais après, Luis c'est Enrique Saint-Pétersbourg. les et joueurs voilà. qui prend, qui sont pas des 5 grands championnats, ils sont pas en attaque. En attaque, ils ont quand même un gros Ah oui, vivier de attaque. talent, les Ah, Brésiliens. Igor Thiago, je crois qu'il y a Igor Jesus, il est pas pris, je crois, dans la liste aussi, alors Non. que lui, il fait une bonne saison. Il aurait pu appeler Kevin. Ah, je trouve De pas Fulham. bon Kevin. hein. Ouais, non, pour moi, Il a pas pris sa Ryan place, de hein. Bournemouth donc. Oui, mais bon, Kevin de Fulham, là, moi, je suis pas très fan de ce joueur. hein. Franchement, Franchement. il si est pas le nouveau exceptionnel. Brésil peut enfin gagner la Coupe du Monde, hein. Ça fait depuis 2002 qu'ils attendent les Brésiliens. Et Non. je pense Oh, c'est que pas, là, c'est Non, pas non, l'année non. pour eux. c'est C'est pas, pas. c'est à pas mon les favoris, avis, mais à tout moment non. ils peuvent jouer leur carte aussi. Et En défense, Ça ils peut jouer. ont deux cadres, c'est Gabriel et Marquinhos. Et la latéraux, mais c'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne la Coupe du Monde de toute Non, façon. ça, donc, Non, c'est- mais faut la mieux regarder les construite, c'est sûr. effectifs. Je parle de la mieux construite en tout cas. En 2022, Oui. on aurait gagné sinon. Après, l'Argentine avait un très bel effectif aussi. Ouais, un Ouais, très mais beau- oui. Mais on était. il on jouait était avec au-dessus, Molina en défense en défenseur droit, Acuna à gauche, t'es pas non plus. Mais regarde, le milieu brésilien, c'est André Santos qui est. Oh, c'est un bon joueur. André Oui, il est Santos, moyen, hein. il est bon C'est un Chelsea, joueur, mais André Santos. Oui, c'est un bon c'est joueur. pas un joueur mais- d'exception. Casemiro Voilà. qui fait une bonne saison là. Danilo qui n'est pas brillant. Fabinho qui a Ali Chad et Sarah. Enfin, Il est pris Casemiro dans la liste? ouais, oui, mais c'est le seul joueur qui. Il y a Casemiro Santos, c'est les seuls joueurs qui jouent en Europe. Enfin, il y a Gabriel Sara Galatasaray, mais c'est pas Ouais. les 5 grands championnats. Il va Donc, peut-être faire jouer Marquinhos. Marquinhos aussi. en 6. Ouais, mais du coup, tu mets Bremer, Gabriel en. Ah bah Bremer Gabriel, ça reste solide quand Ah oui, même. bah, en c'est défense. ah oui, 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 non, c'est pour ça, c'est très bien. Après, en attaque, c'est là où. Après, c'est pas non plus. T'as Vinicius, t'auras sûrement Rodrigo s'il est pas blessé. Ah non, mais c'est fini, Rodrigo pardon. est fini hein, Oui, pour c'est la Coupe du vrai, Monde. hein. c'est vrai. C'est Ouais, terminé c'est pour lui malheureusement malheureusement. C'est pour T'as lui. dommage. Vinicius, t'as Rafinha, mais qui joue celui de la Rafinha, très gauche. costaud. Ouais, mais après, vous mettez où T'as joué- Neymar dans cette équipe en vrai, de toute façon? Bah, Non, Avec- il a Pas plus sa de place. Vinicius, Avec ni à la Rafinha place et de Vinicius. Rafinha. dans les Non, tribunes. mais il peut pas, il y a plus de place sur le côté à un moment. T'as Déjà, joué au Pedro. Rodrigo, c'est pareil au final. Il aurait été sur le banc. Parce Ah, mais que Rodrigo, quand- ça va être Ouais. difficile de jouer avec 5 ailiers sur le Ouais. terrain. À moi, Après, le il y a débat, des joueurs qui c'est- sont faits pour rentrer sur le terrain comme Rodrigo. Ouais. Rodrigo est meilleur quand il rentre que quand il joue. D'accord. Mais est-ce Donc, que le ça débat, aurait pu c'est être Pedro, intéressant. je crois Pedro ou Igor Thiago en numéro 9. Et Matheus Cunha aussi, on le met où? Moi, j'aime bien Matheus Cunha, mais Igor plus en Thiago. 10. Moi, j'aime bien. Joao Pedro, c'est un bon attaquant quand même. Ouais. Mais c'est pas un attaquant, un neuf, un vrai Ouais, quoi. peut-être Alors que que Igor Thiago, il Ah est. bon Joao Pedro, c'est quand même un vrai c'est un neuf. faux neuf. Non, mais c'est. Oui, C'est pas plus c'est pas un- Igor Thiago. Après, c'est ce Igor que Thiago est Rosenior lui fini demande de beaucoup plus. redescendre. Mais pour moi, Joao Pedro, c'est un vrai neuf.
C'est pas un faux neuf qui redescend à la Firmino qui joue en Ouais, c'est pas Haaland. faux neuf. Non, Non, mais c'est pas un d'accord, non oui, plus. mais bon. Quand tu compares Haaland, Non, même c'est même pas c'est moins neuf qu'Harry Kane. Pourtant Harry Kane il oui, bouge Harry quand même Kane, beaucoup. voilà, c'est un pur neuf. Ouais, mais Harry Mais Kane Joao bouge Pedro, beaucoup. il se déporte pas vraiment sur les côtés. De toute façon, dans tous les cas, ils seront obligés de faire des concessions, la sélection brésilienne. Oui, Cunha numéro 10, Cunha Ils numéro vont 10. jouer avec, possible. comme ils ont pas de défenseurs et de milieu de terrain, ils vont jouer avec 10 attaquants. Si, défense ça va, ils ont leur. Il y a Gabriel et Bremer quoi. Et Marquinhos. Ouais, Marquinhos. Marquinhos. Alexandro Ouais. qui a montré des choses. Ouais. Et pour revenir Ça sur la va, liste de c'est Deschamps, lourd. par contre, il y a des joueurs qui peuvent marquer des points c'est vrai aussi sur ce qu'on- rassemblement. Ouais. C'est comme parce que Ouais. là on dévie un peu sur le Brésil, mais côté français, ouais, ça peut jouer aussi. Et une chose dont on n'a pas parlé, c'est le retour de Marcus Thuram. Ouais. Lui, Marcus ça, Oui, Thuram, ça c'est- fait très longtemps qu'il ouais. n'avait pas été Et ça appelé. fait plaisir de le revoir, Moi, Marcus c'est un Thuram. joueur que j'aime beaucoup, Marcus Thuram. Il avait fait une très très bonne Et saison en l'an équipe de dernier. France, il est très bon. Hein. Oui. Quand- Il a pas beaucoup marqué Non. quand même. Mais Non, mais quand il rentre, était- on voit qu'il a envie de jouer. et Oui, Ouais, il mais est je là. mais il y avait Colomani. souvent eu ce débat. Il est bien meilleur avec l'Inter qu'avec l'équipe de France, Oui. Marcus Thuram. Mais je pense qu'il a sa place dans l'équipe. Et Ouais, mais quand il rentre, on sent qu'il a envie. Il joue, il essaye. Bon, il réussit pas tout, hein, c'est sûr. Hein, il Ah est non. très moyen. Je préfère C'est vrai, Colomani à Thuram. c'est pas un gros finisseur. Bon. Colomani à Thuram. Non. Je En pense équipe que de non, France, en équipe de France, En je équipe pense de que France, En équipe de France. Colomani. Colomani en même. équipe de France, c'est un. Colomani a est fait très ses bon. Ouais, preuves. je d'accord, pense mais que il y a du Thuram, temps qui est passé entre les dernières Il y a- performances le de profil- Colomani et ouais. Marcus Thuram en équipe de France. Le profil de joueur, déjà moi c'est un profil que j'aime beaucoup, Colomani. Déjà, le numéro 9 c'est pas Thuram, c'est pas Colomani, faut que ce soit Ekitike. Si on a un numéro 9 c'est Ouais. Dembélé ou Ekitike. Ouais. Sans. Ekitike, ouais. Ekitike Ouais, est à au-dessus de cette choisir. saison. Ouais, mais. Oui, Ekitike est au-dessus de Mais Colomani tu et mets Thuram. Olivier- C'est Mais une d'ailleurs, certitude. là où je suis étonné Oui. de la sélection de Randall Colomani, c'est qu'il y a des gars comme Jean-Philippe Mateta qui ont quand même marqué des points dans les dernières Mateta avec Crystal Ouais. Palace, c'est une saison 2026 catastrophique. Oui, là. oui, Ils oui, sont en train d'accord, de mais il a craquer quand même complètement, marqué et des points Mateta- dans le dernier Ouais, mais rassemblement. ça suffit pas. Je Ouais, pense. mais T'as c'est- pas besoin d'un ouais. Mateta. Mateta ne Ouais, mais jouera pas à la Mateta Coupe apporte du un Monde. profil différent de Colomani, Oui, c'est vrai. Mais je Thuram, pense que Mateta, Ekitike. c'est pas un profil qui correspond à cette ce équipe qu'on de disait France tout à là l'heure. avec plein de rapidité. Mateta Je est. pense qu'en Coupe du Monde, il faut Ils des font- mecs capables de mettre des têtes, d'être placés au bon Ekitike. endroit. Ouais, mais c'est différent de Mateta. Oui, Mateta, c'est c'est un renard. Il en faut des mecs comme ça pendant les Coupes du Monde, je pense. Ah, mais toi tu vois un mec qui veut planter, Ouais, mais t'as je pense Mbappé qui pourra t'envoyer des grosses frappes et qui Mais sera oui. toujours dans les bons placements. Et ben il faut Dembélé qui fait quelqu'un le pour pressing. être à la réception des frappes de Mbappé parce qu'il va pas tout le Eh temps ben t'as marquer. Ekitike, t'as Olysée, t'auras Doué qui rentrera, t'auras Cherki qui rentrera. Mais ils seront pas dans la surface, ils seront tous en dehors. Mais non. Par contre, Olysée peut Oui. vraiment définitivement s'installer en équipe de France. Mais il est s'il installé. a Oui, des c'est performances, l'occasion, hein. c'est le Il est moment pas ou vraiment jamais. installé encore. Ouais, hein. on Si, sait en pas, 10, ouais, en ouais, 10, bah oui. depuis le match contre la Croatie, là où il met le coup franc, Ouais. il est quand même bien présent, Olysée. Après, il était un peu décevant au dernier rassemblement. Il fait pas un truc de fou. Pour moi, ouais, il a C'était encore, il y a longtemps, le dernier quelques preuves. rassemblement. Ouais, c'était en ouais, novembre. bien sûr. ouais. Oui, Pour moi, mais il a après, encore c'est le quelques dernier preuves à match de faire et l'équipe de France, ouais. c'est le dernier moment pour lui pour les faire. Et C'est Dembélé qui a, bien sûr. qui a quelque chose à jouer quand même. Parce que, ok, Dembélé est ballon d'or avec le PSG, mais il a toujours pas vraiment pris sa place de leader Non, en en équipe de France. France, Ouais, il non, c'est l'a sûr. jamais prise. Il faudra le faire avant la Coupe du Monde pour qu'il arrive justement dans cette Coupe du Monde en confiance et qu'il soit bien intégré dans ce groupe et qu'il aille chercher quelque chose de bien. Et quelque chose dont on n'a pas parlé non plus, c'est au niveau des gardiens. Avec, Ouais, c'est vrai, ça. avec Ouais. Lucas Chevalier qui est désigné comme 3e gardien. Ça doit être une énorme désillusion pour le gardien du PSG qui est quand même le gardien principal du PSG, qui est en quart de finale de la Ligue des Champions, et quand il arrive en sélection il se retrouve en poste de 3e gardien. Ça a dû être très très dur à encaisser pour Bah lui, là, je tu sélectionnes un gardien déjà qui ne joue plus, Ouais, t'as qui dit- est remplacé par Oui, Safonov depuis un c'est long vrai. moment déjà, et c'est logique qu'il soit en numéro 3 quand tu vois qu'il y a Mike Maignan et Brice Samba devant, même si Brice Samba et Crane c'est pas non plus l'assurance tout risque, mais bon, Lucas Chevalier en numéro 3 ça me choque pas non plus. Moi, je j'aurais- l'aurais mis en 2 moi. J'aurais bien testé quand même Robin Risser, moi personnellement, qui fait quand même une bonne saison en France. Je suis Ouais, tu d'accord, m'en as mais parlé, mais je pense que Lucas Chevalier a Ouais. encore sa place en équipe de France, et voilà. Mais je sais pas si Je vous avez pense qu'il vu a ce pas- qu'a dit Deschamps sur Chevalier, justement, parce que c'était un des gros débats. J'aurais aimé voir Risser, mais il disait en fait, il y a 4 mois, Chevalier c'était celui qui était censé concurrencer Maignan, on le voyait titulaire. Ah, mais Et bien ce qu'il dit, sûr. en 4 mois, il est pas devenu nul. Non, mais c'est sûr. C'est Moi, ça, j'ai le truc. encore beaucoup d'espoir en Chevalier, même avec le PSG. Si Safonov, là, il a fait quand même un bon match Ah, contre Chelsea. Safonov est très costaud quand même. hein. Ouais, il a fait, Ouais. il a fait deux bonnes rencontres contre Chelsea. Mm. Mais si Safonov a un coup de moins bien, je pense que Chevalier peut vite repasser devant, hein. Oui. Et Mm. franchement, la tendance, surtout chez un gardien, on a vu ça avec Donnarumma. Il a fait beaucoup il s'est raté beaucoup de fois en Champions League avec le PSG. Et finalement, il fait cette dernière deuxième partie de saison avec le PSG absolument incroyable. Chez les Gaules, c'est beaucoup une histoire de confiance aussi, hein. Ah bah oui. Et c'est ça, il va falloir que Lucas Chevalier se remette un petit peu dedans, qu'il refasse peut-être quelques matchs en étant titulaire avec le PSG, qu'il sorte 2-3 parades de notre monde, et ça va le mettre en confiance. Et à partir de là, ça va dérouler tout seul. Et oui, c'est souvent ça avec les gardiens, c'est des histoires de cycle. Il n'y a que vraiment les très grands gardiens qui sont bons quasiment tout le temps, tels que Manuel Neuer ou encore Thibaut Courtois.
Et après, pour les gardiens, on va dire un petit peu moins bons, tels que Lucas Chevalier, c'est des histoires de cycle. Et là, Chevalier est dans son mauvais cycle, et dans quelques mois, il sera de nouveau dans un bon cycle, Oui. et ainsi de suite. Après, je Déjà, vois pas le fait qui va d'être appelé. concurrencer Maignan en équipe de France. Non, Pour après, moi, en termes ouais, de là, premier, Maignan, de il premier est gardien, différent. c'est fini, Il y a c'est pas Maignan, Maignan c'est est sûr. tellement imbougeable. Ouais, ouais. Oui, oui, mais c'est pour le poste de deuxième. de Bah, deuxième après, gardien. Est-ce Benjamin que c'est Lecomte. pas un poste à la Letellier au PSG quoi? C'est vraiment un emploi fictif. Le poste Ouais, de mais deuxième après, gardien équipe après de en Coupe France. du Monde, il peut être intéressant, car Oui, si tu il va gagnes. peut-être jouer le match, le troisième match, Voilà, quand on aura mais, gagné les deux premiers. mais ça voilà. fait toujours Oui, plaisir de jouer un match de Oui. Coupe du Monde. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais bon, c'est pas. Il faut parler d'Mbappé aussi. C'est bien qu'il soit dans ce rassemblement. En plus, il revient de blessure. Donc, c'est une bonne chose. On l'a vu déjà. Manquer des rassemblements C'est le importants, ça fait capitaine. polémique. S'il ratait encore celui-là, je pense que ça faisait Ah beaucoup. non, Ouais, ouais. Après, il revient de blessure, donc il aurait pu dire à Deschamps. On n'est pas à l'abri que voilà, avant le premier match, on je vais ait me- je une vais me info qui reposer, tombe. je vais pas prendre- Mbappé n'est plus dans le groupe. Je vais pas prendre de risques. J'ai une douleur. Je préfère rester à Madrid et me reposer pour être paré pour la fin de la saison. Bah après, au pire, s'il y a cette peur de la blessure, Didier Deschamps est toujours à même de pas le mettre titulaire et de le faire Ah oui, il rentrer est pas en obligé de seconde débuter. période, Quand et tu voilà. vois qu'il y a Ekitike, Dembélé, Il y a de la place. Colomwani. Bon, Colomwani qui arrive en dernier quand même. Quand tu vois la liste derrière. Ah, je pense Bah, qu'il va non. pas avoir beaucoup de temps de jeu. Ouais. Colomboigny, Ouais. sur cette Non, trêve. non, non. C'est sûr, mais quand même. À 9 attaquants. Mais ça, je comprends pas. 9 attaquants, tu prends Après, c'est 5 une liste de milieux. 26. La liste, ça aurait dû être. Ouais, mais tu pour la vois, Coupe il du va. Monde, mais bon. Il À va la en Coupe du faire Monde, la il a place, le hein. droit qu'à 23. Ouais, c'est Mais ça. là, t'enlèves qui? T'enlèves Akliouche, je suis sûr, il y sera pas. Faut enlever Lucas Hernandez, je continuerai, qu'il- et t'enlèves Colomani. Je pense qu'il va enlever un des trois. Akliouche, Colomani et Entre Hernandez. Turab, Colomani. Ouais, il y en a un qui encore, va partir. C'est rien d'avoir 3 attaquants, 3-9 comme ça. En Oui, attaque, ça il y en a 6 qui sont sûrs au moins. T'as Ekitike, t'as Mbappé, Barcola, Doué, Olysée, Dembélé. Ouais, Cherki aussi. Cherki, oui, pardon. Ah oui, Cherki, Les- ouais. les- Je peux pas te passer de Cherki Non, avec non, bien ce sûr. qu'il fait. Ouais. Pour moi, les 7, ils y sont déjà à la Coupe du Monde. Après, là, il y a une place qui va se jouer entre Colomani, Akliouche, Thuram, Mateta. Non. Et Je pense que Mateta, Mateta, il est pas là, encore il une y fois, sera n'a plus. pas sa place en équipe de Ouais, France. Quand tu Mateta, vois la j'ai- liste d'attaquants ouais. qui Bah, est pour encore moi, une quand fois. tu vois les Enterré attaquants qui sont pas, présents, Mateta j'en sera suis présent. sûr. On l'enterrera S'il pas, est mais pas là, après, de il- toute façon, non, on mais peut s'il pas est faire pas la là, liste il avant la sera- Coupe du Oui, Monde il y aura parce des qu'il blessés, peut y il y avoir aura des des blessés. blessés. Bah, il y aura des blessés, on espère pas quand même qu'il y Non. aura des blessés. Mais on veut pas qu'il y ait des blessés en équipe de France, surtout Non, pas. mais il y a plein de choses qui vont Ouais. se passer jusqu'à la fin de saison qui vont faire que la liste sera différente, ça c'est sûr. Oui, oui. Eh bien écoutez messieurs, c'est l'heure de notre pronostico, le nouveau jeu qui sera présent toutes les semaines. Alors c'est tout simple, hein, chacun va donner son pronostic risqué pour ce qui va se passer cette semaine. Si ça passe pour vous messieurs, eh bien vous gagnez un point et à la fin de la saison, on découvrira qui est le grand champion de notre pronostico. Alors on va commencer directement avec toi Louis, quel est ton pronostic cette Ah, semaine? direct comme ça, ok. Et ben moi, mon pronostic, c'est Moïse Kouamé. Encore une fois, j'en ai parlé en tout début d'émission, qu'il avait battu au premier tour un Américain. Et je pense qu'il battra le Tchèque Lejka, qui est 22e mondial, au prochain tour. Très bien, Tohan, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je dis que Lens va prendre la tête du championnat en gagnant Angers avec 3 buts d'écart. Oh très risqué Ok, en le mec est effet. sur Betclic. Donc, Mais le 3 buts d'écart, c'est une option. donc, ça veut dire que le PSG perd ce week-end et que Lens gagne. Ouais. Avec 3 buts d'écart. Toi tu places 3 Non, 3 buts, c'est facultatif, c'est Non, 0-2. non, il Non, fait- non, 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 soyons pas précis, facultatif, soyons hein, précis, c'est soyons toi qui fais ton précis. pari. J'ai jamais Tu parlé assumes de ton but. pari. J'ai jamais parlé de Tu as but. parlé de 3 buts d'écart. Non, Si, si, j'ai jamais si, tu as dit parlé ça. d'une viande. Lens prend la tête du championnat en battant Angers et Paris perd contre Nice. Avec 3 buts d'écart. Ça veut dire quoi? Allez, avec 3 buts d'écart pour l'heure, c'est bon, c'est enregistré, C'est on signé, le garde, c'est acté, voilà. Parlant justement de Ligue 1, moi je pars sur le fait que le PSG en effet perd face à Nice et qu'ils vont s'incliner 2-1 face aux Niçois. Ouais, un peu dans le même sens que celui de Tohan. Ah oui, Exactement, c'est vraiment le c'est même ça. pronostico, Julien. Tu t'es pas Pas cassé du pour tout, le je suis coup. parti sur autre chose. On est sur le. Lui il parle de Un Lens, moi buteur je parle du peut-être. Un PSG. buteur. Ok. Un buteur peut-être. À Bah, un buteur à Nice. Ah, bah, si tu penses qu'ils vont gagner. Non, 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 les gars, vous en demandez beaucoup trop. Vous en demandez beaucoup trop. Vous- Ouais, il est en forme en ce moment. Vous Ah, en Nice. demandez beaucoup trop. Ouais, enfin. Je reste sur le score, me coince pas à me demander les buteurs. Ça va aller très bien. Et toi, Lucas? Moi je vais aller dans le sens de ma chronique. Je pense que Victor Wembanyama il va sortir un match à plus de 40 points cette semaine. Il joue contre les Pacers, le Heat et les Tapine. Grizzlies. Bon, Tapine, il l'a fait que 2 fois cette saison. Le dernier de la conférence. Il l'a fait que 2 fois cette saison en opening night par contre contre les Dallas Mavericks et contre les Lakers en février. Et alors tu dis contre le dernier de la ligue, il y a quand même Ivica Zubac qui est de retour côté Pacers, qui est pas un intérieur si mauvais que ça. C'était le plus gros move de la trade deadline, j'étais comme un fou. Et après Heat et Grizzlies, moi je pense qu'il y a de la place pour lui. Ouais, par contre, les Pacers, tu passes de finaliste à dernier. C'est vraiment triste hein, pour eux cette saison. C'est une année de Ouais, reconstruction. ils ont- Mais bon, Ils y croyaient pas au début de après, il saison. n'y avait pas Liberton. Donc évidemment, quand Depuis tu le transfert de perds Miles ton Turner, meilleur joueur- ils savaient très bien que c'était pas cette saison. Mais là, quand même.
Là, c'est la catastrophe. Là, c'est- Vous verrez l'an prochain le retour de Tyrese. Ouais, là, c'est quand Ah même oui, une on va sacrée chute. Hein. Il avait pas les mêmes. Il n'y avait pas le même besoin de retrouver Tyrese Haliburton que Jason Tatum à Boston. Ouais, puis tu passes quand même de top 2 de la ligue en finale, en gros, à Ouais. dernier du championnat. Oui, après, ça C'est- arrive en NBA. C'est La NBA, ça va vite. Tout ou rien, Ah bah oui, hein. là, très, très ouais, vite. pas Et tu de- parlais des Celtics, Lucas, ouais, Tatum par contre, c'est Mais- vraiment, depuis qu'il est revenu, on sent que les Celtics, ils allaient déjà très bien sans lui, mais alors avec lui, ça peut vraiment aller très très loin. Peut-être même le titre, on verra, mais. Ce sera peut-être ton pronostico eh, prochainement. La semaine prochaine, je le peut-être. fais dès maintenant, pas la semaine prochaine, je peux le faire Ah, on demain. Ah, change n'a pas de le- pronostic. On n'a pas le droit d'avoir eu. Et bah, on me lance dessus, ça serait peut-être ton pronostico, donc je le fais maintenant et je le referai la semaine prochaine. Les Celtics vont remporter la NBA cette année. Après, Ah ouais, c'est Ah quelque chose oui, qu'on peut ouais. pas vérifier à la semaine. Qu'est-ce que tu me racontes? On Non, non, verra. non, non, non. ouais, On non. verra, c'est on verra. refusé. À la- Celui-là n'est Non. pas accepté. Voilà, Ce n'est c'est- pas C'est accepté. contre un but d'écart, C'est ça un- n'existe- c'est Non, refusé. Non, non, non. C'est un pari longue durée, mais j'en ai fait un tout à l'heure avec Moïse Kwame. Si vous voulez, on reste sur Moïse Kwame. Ouais, Mais on on va reste, rester on sur- va rester voilà, sur on celui-là. reste On va sur totalement Après, rester sur après, celui-là. juste pour revenir sur ce que vous avez dit sur les Pacers, comme quoi ils sont derniers du championnat, n'oubliez pas qu'ils ont leur pic, qu'il y a ce qu'on appelle la draft lottery et que l'an prochain, si ils sont bien placés dans la draft, ils vont récupérer un super joueur comme A.J. Dimensa ou Cameron Boozer ou même Darren Peterson qui est très bien. Et voilà, t'ajoutes ça avec Tyrese Haliburton, Ivica Zubac, Pascal Siakam et encore plein de gens. C'est vrai que sur le Andrew- papier, ça- sur le Andrew papier, ça Nembhard, fait papier, c'est ça fait pas mal peur, aussi. Ouais. Franchement, l'an prochain, attention aux Pacers. Vous vous moquez, mais l'an prochain, peut-être qu'ils seront à nouveau top 2 de la ligue. C'est voire ton plus. pronostico pour l'année prochaine, du coup. C'est attention aux Pacers. Ok, les Pacers. Ok, on se prépare déjà pour l'année prochaine. Ouais. Ouais, mais écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette émission. C'est fini pour nous. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous retrouver tous les jours sur nos réseaux Instagram et TikTok. Passez une bonne semaine de sport. Merci et au revoir.